Bonsoir et bienvenue dans cette 20e déjà édition du Tribunal de l'e-sport. Nous sommes ce soir avec un jeune homme de 25 ans et demi. Il est ingénieur, vous le connaissez, c'est Shones, Kevin Gambard-Zadeh. Shones, merci d'être avec nous, merci de nous faire l'honneur de venir assister en tant que témoin au Tribunal de l'e-sport. Comment vas-tu, Shones? Très bien, merci de m'accueillir. Très content de savoir que j'ai 25 ans et demi. Oui, écoute, c'est dans ta bio, hein, c'est dans ta bio, donc moi je lis ce qu'il y a dans ta bio. Nous sommes aussi cette semaine avec, comme d'habitude, notre champion du monde e-sport, Drijo. C'est ça. Drijo, qu'est-ce que tu as fait de ton week-end e-sport? Alors j'ai joué à LoL Oui, oula. pour la première fois. Alors déjà, tu as dû mettre à jour, donc ça a pris 2 jours. Non, depuis Ouais. 2016. Depuis 2016, oui, Depuis quand même. 2016. Ma dernière Ça fait partie quelques de LoL, gigas à télécharger pour mettre à jour, ouais. Alors, ma dernière partie de LoL datait de janvier 2016. Ouais. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je me suis rendu compte que mon compte avait été hacké. Non. Quoi? Si, j'ai du mail Riot et tout. Alors, le service utilisateur de Riot, très bon. Tu vois, Ouais. j'ai pu faire un test grandeur nature. Mais alors, tu leur as dit, je suis Drijoka, champion du monde d'e-sport. Non, pas du tout. Le mec non. s'en foutait complètement. Ouais. Mais du coup, j'ai perdu toute ma friend list Ouais. dans ça, LoL. c'est dur, c'est dur. Alors ça c'était cool, j'avais Yellow, Suz et tout, donc Ouais, ouais. c'était bien, tu vois. Mais alors, c'était quand t'as hype. arrêté en 2016, t'étais en quelle ligue? Je pense que j'étais Silver, je pense. Ouais, c'est déjà bien, c'est pas mal. c'est déjà bien. Donc et voilà, donc j'ai récupéré mon compte et j'ai fait 5 parties, 4 défaites. Enfin voilà, Normal, c'est bien. Normal, mais j'étais C'est content. bien, c'est bien, c'est bien. J'étais Et toi, content. Jones, qu'est-ce que t'as fait d'e-sport ton week-end? 5 parties, 4 défaites. Ok. 5 parties, 4 défaites. J'allais dire genre pas mal. Ouais, quand Oui, même. non, mais c'est bien, c'est Non, bien, non. c'est bien. C'est honnête. C'est bien. Qu'est-ce que j'ai fait mon week-end? J'étais à la DreamHack Austin, aux États-Unis. Ouais, et alors? Et c'était une super expérience. Ouais. J'étais avec mes 2 joueurs Hearthstone, Windelo et Calax. D'accord. Et c'était pour eux leur premier événement international. Donc ça leur a permis un petit peu de tester les eaux, un peu de comprendre comment ça marchait. C'est un tournoi très relevé. Ouais. Donc aussi voilà, petite balade de Austin, première fois aux États-Unis pour moi, donc un super moment. DreamHack, cette T'as marque pas demandé qui- à la pintade Alors, oui, bon, Kali n'est pas là ce soir, donc sexisme dans le jeu vidéo, on a décidé de mettre une dinde sur le canapé. Voilà, bon, humour potache. La DreamHack, cette marque qui s'étend à travers l'Europe et à travers le monde, cette marque qui au final organise des events e-sport, mais qui n'ont plus rien à voir avec vraiment l'événement originel, celui qu'on voit à la DreamHack Winter, à June Coping ou la DreamHack Summer. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? À une semaine, enfin 5 jours, 4 jours, je crois, de la DreamHack Tour, la DreamHack qui est France. une vraie LAN pour le coup. Qui est une LAN, oui. Qui est une vraie LAN. Qu'est-ce que... Je sais pas. Alors ça fait plein d'années qu'on entend que la DreamHack cherche à Oui. aller aux US. Oui. Et que étonnamment la MLG cherche à venir en Europe. Oui, On n'a jamais vu pour l'instant la MLG en Europe, je crois pas, ou peut-être si en Angleterre sûrement. Ouais. Non, c'est bien. Oui, c'est bien. C'est bien. Oui, Non, c'est mais bien, si, c'est pas bien, mal, c'est bien. Ça me Mais va, nous, on aime c'est bien. Nous, c'est vrai qu'on aime bien les LAN. Donc, Ouais. c'est vrai que la DreamHack, pour moi, ça reste quand même la plus grosse LAN du Oui, monde. C'est une LAN. Je trouve ça un peu dommage, ouais, de pas essayer d'exporter le modèle de LAN, parce que c'était pas une LAN là où vous étiez. Si. C'était une LAN. Si, c'était une Bon, LAN, bah, alors, j'ai rien dit, bah, c'est très bien, c'est avec parfait. Symbioc, il y avait du Hearthstone, il y avait du Smash, il y avait du CSGO, il y avait quand même un beau major de CSGO. Bah, c'est cool, Gambit qui a gagné. Je trouve ça super cool. Et pour le coup, l'event, tu vois, genre autant sur les LAN françaises, il y a forcément un moment où ça va coincer. Oui, toujours. Toujours dans une LAN, bah là, il y a eu 0 problème. Ah bah, Donc, du coup, nickel. c'était hyper impressionnant de voir que tout s'enchaînait. Il y avait 250 joueurs et aucun s'est Et le plaint. résultat de tes joueurs Vitality? Alors, Calax a été éliminé assez vite, malheureusement pour lui. Il a perdu la pile ou face, ok. Et Windelo a super bien commencé en Ouais. faisant 5-0 Ouais. dans les rounds suisses. Et après, il s'est un peu écroulé et il n'est pas passé de justesse. Je crois qu'il fallait dans le top 16 et il a fini 23ème Ok. pour être au playoff. Ok. Mais c'est bien parce que les LAN pas toutes, mais tu vois, c'est un peu ringue des fois. Oui. En tout cas, c'est à cette image-là d'e-sport amateur, etc. La DreamHack, c'est vraiment la marque qui a réussi à faire de la LAN un produit nickel. Oui, quoi, tu oui, vois. à transformer ce mélange Et, joueurs qui dorment sous les PC, sueur et en même Exactement. temps... Ouais, Et- je vois. Tu vois, le côté hardcore gamer Oui. dont TF1 parlait en mal il y a quelques années, et en même temps, c'est cool, la DreamHack. Mais ouais, ce qui est toujours impressionnant, encore comme tu l'as dit, c'est que les DreamHack, t'entends jamais que ça se passe mal, quoi. Et c'est vrai que... Rarement. on va dire. Ça arrive, Et ça arrive. il y avait un truc marrant, c'est que même cette expertise-là, Ouais. de LAN, tu sais que quand on était... parce que c'est la même boîte, maintenant ça a été racheté par la boîte à qui Oui, appartient le MGT, MTG. 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 Donc c'est l'ESL et DreamHack et d'autres, très certainement d'autres marques.
Je crois qu'il y a des clubs Counter-Strike et tout dedans. Et à la Paris Games Week, derrière le stand ESL, tu avais des box où il y avait marqué DreamHack, tu vois. Donc même, tu vois, cette capacité, je pense, d'exporter, enfin de projeter la production, le savoir-faire, tu vois, c'est beaucoup DreamHack. Ok, donc moi quand j'ai pris ta bio, Shones, j'ai vu que tu avais commencé par CS 1.6. Et ça m'intéresse, ça me plaît. Tu jouais quand et comment à CS 1.6 ? C'est le premier jeu sur lequel j'ai joué sur PC. Ok. T'as commencé vers quand C'est quand j'étais en 3ème, donc c'était 13 ans je crois. D'accord, donc 2004. Et en fait j'ai été pris de passion par ce jeu-là, en fait la compétition, de juste être le meilleur que l'équipe adverse. En fait, je ressentais ça parce que je jouais pas mal à PES à l'époque sur console et du coup j'ai commencé à m'y mettre et à commencer à geek quoi. Et c'est parti de là tout ça et t'avais une team, tu faisais des LAN ou... Alors j'étais en 3ème, j'imagine que bon c'était compliqué. J'étais très jeune et surtout mes parents étaient vachement en mode il faut faire tes études et tout dès le début. Donc je jouais beaucoup et j'essayais d'assurer en même temps à côté. Et petit à petit j'ai eu un bon niveau. Et quand on m'avait proposé de faire une LAN, etc., mes parents ont refusé. D'accord. Ils ont dit non, on te laisse pas partir tout seul et tout. C'est le début d'Internet évidemment, enfin de l'e-sport, etc. Donc je peux le comprendre maintenant avec le recul, mais sur le coup c'était un peu une déception. Et puis après voilà, c'est là où ça a commencé ma période PC. Alors, à suite dans ta bio, j'ai lu que tu avais joué à Maple Story. Qu'est-ce donc que Maple Story ? On s'est posé la question dans l'Open Space, vous connaissez Maple Story ? Et personne n'a répondu. Maple Story, c'est un jeu en 2D du coup, MMORPG où juste tu devais. C'est un peu comme c'est un World of Warcraft ou un Guild Wars, mais en 2D avec un peu de cel shading. D'accord, ok. Et c'est un jeu qui était hyper populaire. Dans tout ce qui est genre Corée et États-Unis. En Europe, il y avait une fanbase un peu plus petite, mais du coup, j'y jouais avec un ami qui jouait avec moi un peu à CS de temps en temps quand on tournait. Et je me souviens des trucs de fou, c'est qu'il n'y avait pas de TS, il n'y avait pas Skype, il n'y avait rien à l'époque, donc du coup, voilà, c'est ça. Et donc du coup... ah oui, ça a l'air trop bien. Donc tu étais hardcore sur ce jeu-là. Okay. Hardcore, je jouais pas mal. Super hardcore quand même. Hein. Oui, il y avait des guildes, il y avait des quêtes, il y avait vraiment des trucs assez fous. Ah bah il y a l'air d'avoir massivement de micros et de macros là. C'est. Et ce que je disais, c'est qu'en gros, moi j'étais avec mon pote et on était au téléphone pendant 8 heures d'affilée. Au téléphone. Donc en gros, j'avais mon téléphone d'un coin de l'oreille comme ça. Ok. Et on jouait. Pourtant ça existait. Ouais, mais. Ok. Tu vois, donc du coup, on passait le temps au téléphone et que je me souviens que c'était illimité, mais il y avait un truc genre si. Au bout de 3 heures, tu passais l'appel, du coup, ça coupait. Donc du coup, au bout de 2 heures, 2h30, on se rappelait. Enfin, il y avait une strat de fou. Compliqué. C'était les débuts de la communication par équipe. Dans la suite de la liste, je vois Dota. Dota, c'est un jeu qui t'a plu, ça, ce mélange de Dota. Ouais, parce que c'est le premier du nom, c'était vraiment entre le RTS et le MOBA. Déjà, t'avais accroché avec le style MOBA ? Ouais, beaucoup, parce que moi j'ai toujours prôné le jeu en équipe dès le début, même sur CS et tout, et donc du coup d'avoir ça version, tu vois, genre juste avoir un personnage et genre être meilleur en micro et macro, j'ai vraiment trop kiffé. Donc je me suis lancé sur ce jeu-là et c'est ça d'ailleurs qui m'a donné envie de jouer à LoL un peu plus tard. D'accord. T'enchaînes avec StarCraft 2, j'ai vu ça, et tu commences League of Legends en mai 2011. Comment tu fais la balance entre SC2 et League of Legends ? En fait, donc j'ai joué à StarCraft 2 de 2009 dès la sortie jusqu'à 2011 et j'avais atteint un bon niveau, j'étais genre master et j'étais genre bien placé dans les Français. Mais en fait, à un moment, je me souviens, genre je faisais toujours mes études à côté et tout, et il y avait ce moment-là où je rentrais. Et donc du coup, les mecs étaient plutôt forts dans le ladder, en tout cas un niveau qui me correspondait à l'époque. Et à un moment, je tombe contre Adel Scott, que vous devez connaître. Et là, ça rigole plus. Et en fait, donc je joue la game et tout, je fais mon mieux et je perds. Et pourtant, je suis quelqu'un de très zen et très calme dans les jeux. Et je me suis énervé parce que en fait, je me suis dit un truc très bête, mais ce mec-là, il joue 8 à 10 heures par jour et là, il va me battre de justesse, alors que moi, je peux jouer entre guillemets que 2-3 heures par soir, etc. Et du coup, je sais que théoriquement, je n'arriverai jamais à rattraper parce qu'il s'entraîne beaucoup plus que moi. Et du coup, ça m'a tellement énervé que j'étais en mode, je veux plus jouer à ce jeu parce que genre, j'arriverai pas à être le meilleur. Donc du coup, le soir même, je parlais à mes potes avec qui je traînais un peu, etc. sur TS. Il me fait, hey, tu connais LoL ? Ils t'ont dit viens, on connaît un jeu de newbie, qui demande moins de skills, c'était LoL, ok. Et j'ai arrêté SC2 pour arriver à LoL, et du coup je venais de Dota, et je me souviens, le truc qui m'avait marqué le plus, c'est la différence entre Ashe et Mirana. Je sais pas si tu es sur Dota. Pas du tout, mais je te fais confiance. Mirana, en gros, c'est un petit champion qui est sur un tigre, et en fait elle a un sort, c'est qu'elle lance une flèche, et plus elle va loin, plus elle stun. Un peu comme Ashe, en gros. La fameuse dehors. Sauf que la flèche de Mirana, elle est toute petite comme ça, et si elle rencontre un sbire, elle marche pas. D'accord. Donc du coup je suis arrivé sur LoL, j'ai joué Ashe et je vois une arrow comme ça, qui traverse toute la map et genre même la hitbox est complètement cassée. Donc du coup je me dis wow, c'est quoi ce jeu? Et du coup ça m'avait fait marrer et j'ai commencé. C'est la grosse réussite de League of Legends qui était très noob friendly pour le coup.
même les gros nuls comme moi, t'arrives à faire des bonnes games, à carry et tout, donc c'est ce qui fait que LoL ça a bien marché. Il y a plein de gens qui ont switch de StarCraft 2 à League of Legends parce que StarCraft 2, on critique souvent le jeu en disant que c'est un dead game, et c'est vrai que Blizzard a fait de la merde sur ce jeu, mais c'est très violent de perdre à StarCraft 2 parce que c'est que toi. Tu vois. Tu peux pas dire que c'est de la mais faute surtout intense. En fait, sur League of Legends, et c'est très intense. Moi, ça me donnait vraiment quand je jouais à StarCraft 2. Pourtant, je suis pas rageux, mais c'est pareil. T'as des montrées d'adrénaline. Parce qu'en fait, il faut être pendant une game, on va dire en moyenne 20 minutes de StarCraft 2, tu dois être tout le temps à une fréquence cardiaque hyper élevée. Genre sur la macro, la micro, la pensée, il faut outbarrer ton opposant, etc. Alors sur LoL, en plus, moi, je jouais jungle. Genre, c'est vraiment, tu peux prendre un café, tu peux écouter de la musique, t'es relax. Et genre, juste à un moment, il y a un petit pic, c'est la teamfight. Et on va dire, tu réfléchis à peu près toute la game, mais genre c'est tellement moins intense League of Legends que du coup ça donne envie de s'y investir plus parce qu'on sait que voilà, ça peut être. Ce qui explique aussi peut-être l'ego souvent surdimensionné des joueurs de SC2. Tu vois, cette espèce de bad mannerisme. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est sûr. Cette espèce de requin, de violence intrinsèque aux joueurs qu'on retrouve souvent chez les joueurs de SC2, enfin d'après ce que j'ai constaté. League of Legends, comment tu progresses au début? Comment tu t'y mets? Comment tu joues? C'était quoi ta consommation de League of Legends? Alors au début j'ai joué avec mon groupe de potes avec qui je jouais à Dota, après on a joué un peu à SC2, donc j'arrive sur LoL avec eux, donc on joue un peu ensemble. Moi j'aime bien le jeu, et dès que j'aime bien le jeu j'ai tendance à très vite tryhard, donc je commence à regarder les guides, les vidéos, etc. Tu te renseignes où à l'époque pour... Il y a dû y avoir du Millennium qui partait. Ça devait être Fureur aussi un petit peu à l'époque. Il y avait Fureur, je pense, et en fait l'idée c'était que... Mais on a tous joué ensemble, on atteint le level 30, on fait quelques ranked avec les potes et tout, et d'un coup ils disent oh non, on a plus envie de jouer à LoL et on va jouer à Dota 2. Et moi je fais ouais, mais non, mais moi j'aime bien LoL en fait, j'ai pas envie de retourner à Dota. Et du coup, au final, on s'est entre guillemets split, enfin on est toujours potes, mais je veux dire, on ne jouait plus au même jeu. Non, je parle plus. Et du coup, je jouais à LoL solo en ranked, où je montais. Je jouais beaucoup carry AD, je crois, au début. Et à un moment, genre, je fais une game et je me rends compte que le jungler que j'ai avec moi est hyper nul pour une raison inconnue. Je me souviens, ça m'avait marqué, genre, je me dis, mais qu'est-ce qu'il est nul, c'est pas possible. Pourquoi la jungle c'est aussi dur et tout? Parce qu'on m'avait hype la jungle en mode ouais, les monstres sont trop forts, attention, il faut des runes et tout. Donc, du coup, j'ai commencé à mettre jungle et j'ai vu le jeu complètement différemment. En mode, attends, mais c'est trop bien, tu peux contrôler en fait tes mouvements, tes routes et tout, etc. Et du coup, je suis monté, petit à petit dans le ladder. Et après, je crois que j'ai fait diamant 1 au bout d'un an et demi de jeu. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à dire putain, mais je peux peut-être faire quelque chose sur ce jeu. Comment tu t'es fait repérer en fait? Parce que t'as intégré direct ta première team sur LoL, de ce que j'ai compris de ta bio, c'était Millennium directement. Alors, est-ce que t'es passé par les petites teams avant? Ça c'est tout, bon je le dis pas parce que ça n'a aucun intérêt, mais c'est Crazy Users, le vrai nom de l'équipe, c'est vraiment un truc très marrant. D'accord. Et d'ailleurs... Soyons précis, t'as raison. Et d'ailleurs, attends, c'est quoi déjà? Ça c'est marrant parce que je me rappelle maintenant. En gros, je joue un peu avec eux parce qu'ils m'avaient repéré, je sais plus comment, dans le ladder, ils m'ont dit ouais tu veux jouer avec moi, ouais on est copains, voilà. Et je joue et en fait, en tant que jungle, je remplace Joko. D'accord. Donc il y a 4 ans. 4 ans. Je remplace Joko parce que je sais plus pourquoi, mais genre il voulait que je joue, etc. Et du coup il y avait une rivalité avec Joko à l'époque, une petite, évidemment, parce qu'il était jeune et même moi j'étais beaucoup plus jeune. Oui, il devait être au collège à l'époque. Oui, je pense. Oui. Joko il devait avoir 14. Collégien, ok. Et du coup je fais ok, je joue, et du coup je joue avec eux. Et petit à petit je me suis dit ok, en parallèle de ça, je vais lancer mon stream, parce que je me souviens en mai je reçois mon PC et je me dis putain, mais j'ai envie de stream, parce que en fait dans le créneau qu'il y avait à l'époque des junglers qui sont un peu pédagogues, il y en avait pas. Il y avait Irakubot qui streamait un petit peu pour un peu la jungle, etc. Et il y avait Linac, mais qui n'était pas du tout pédagogue. Il y avait Linac aussi. Je me suis dit pourquoi pas essayer d'expliquer aux gens comment est-ce que moi j'ai réussi à monter, pourquoi est-ce que moi j'ai réussi à monter, pas les autres. Donc du coup je me suis lancé dans ça, et avec le streaming je me suis fait repérer. D'accord. C'est là où tu deviens streamer à l'honneur pour Rito d'abord. En parallèle grâce à Lège aussi. D'accord. Et c'est ensuite que tu as intégré Millennium. Ouais, c'est ça. L'équipe Millennium de l'époque, c'était Dogby, Shlaya, Nanook et Dude. C'est ça, en fait. Belle composition quand même. Ils avaient I'm So Fresh en jungle, et I'm So Fresh, je crois qu'il y avait quelques problèmes de comportement avec Lie Willis ou avec l'équipe. Alors, non, I'm So Fresh s'était plaint publiquement de l'état de la GH Millennium à l'époque, de Marseille, des rats, des cafards. Toute personne ayant mis les pieds dans cette GH comprend que c'est possible de se plaindre publiquement d'un tel truc. Donc bon, ça s'était pas passé du tout auprès du staff Millennium à l'époque, voilà, qu'il avait très mal pris. Et c'est vrai que bon, personne n'a jamais su vraiment que la GH de la team numéro 1 française était était pourrie. Mais lui s'en était plaint, et il avait été viré pour ça. Donc tu as pris ça. Donc voilà, en fait, je prends sa place. Et en fait, donc Dogby me dit bien joué avec nous. Du coup, on fait la DreamHack Bucarest, je crois, la première event. Ça se passe
on va dire plutôt bien. C'est la première fois que j'allais en LAN. Là, c'était 2013, donc. Octobre 2013. Ok, c'était fin 2013, sachant que Millennium avait raté sa qualif LCS. C'était fin de janvier 2013. Là où toi, tu avais qualifié ton équipe AA avec. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà, donc, oui, c'est ça. Fin 2013, tu pars à la DH Bucarest, ouais. Voilà, donc première LAN tout court pour moi. Parce que sur tous les autres jeux, Dota, SC2, ça, j'ai jamais fait de LAN, j'ai fait des tournois en ligne. Première LAN pour moi, et c'est une expérience assez unique. En plus, elle est en Roumanie et tout. Oui. Donc, on a perdu en demi, je crois, contre l'équipe de Yankos, Vander, etc. de l'époque. Ils sont devenus Rocat juste après. Et c'était trop bien. Il y avait déjà Fly à l'époque, du coup. Il y avait Fly. Il y avait Fly. Il y a toujours Fly. Fly est toujours là. Fly, Broken Shard, tous ces mecs-là, ils disparaîtront jamais, t'inquiète. D'accord. Ils seront toujours là. Donc, du coup, voilà, je vais avec eux. Et après ensuite, donc après la DreamHack, ils me disent ouais bah nous on pourrait continuer avec toi. Et moi je dis moi je peux pas parce que je fais toujours mes études et tout. Parce qu'ils voulaient que je vienne à Marseille. Ah oui c'est vrai qu'il y avait du ça. coup t'avais pas fini encore t'avais pas eu ton diplôme. Non, j'étais en 4e année. Donc du coup je dis bah je peux pas tout lâcher. Même je fais un point avec mes amis, avec mes parents, parce que Millennium me proposait un salaire, voilà, un investissement, etc. Mais en France si tu quittes en 4e année, tu retombes en moi j'avais un équivalent de DUT, donc du coup j'aurais bac plus 2. C'était un peu dur de perdre 2 ans pour une expérience aussi aléatoire. Donc j'ai dit non, et du coup ils ont un peu plus tard repris I'm So Fresh, mais ils m'ont gardé pour les compétitions françaises, dont la WCG France, qu'on gagne contre l'équipe Punchline avec Gob, etc. Et du coup on est censé partir en Chine, mais finalement on n'y va pas. Et moi j'y vais quand même pour le kiff. Oui. Tu pars au WCG 2013, auquel tu vas seul parce que l'équipe Millennium ne s'y rend pas. C'est marrant parce que dans ta bio, quand j'ai vu que tu étais parti au WCG 2013, je me suis dit 2013, est-ce que c'est l'année du couteau à beurre ou pas? Non, j'ai demandé à Drijo et en fait non, on s'est rappelé que l'année du couteau à beurre c'était 2011. C'est si vieux que ça. 2 ans avant. C'est 2 ans avant. Qu'est-ce que c'est le couteau à beurre? Il y a eu une échauffourée dans l'équipe française à l'époque. C'est l'équipe à l'époque où il y avait Sos, Kuja, Linac, Coctidus et je sais plus qui était le 5e. Enfin, bref, il y a eu une altercation, on va dire, entre Kuja et Linac. Et il y en a un qui a attrapé un couteau à beurre et l'autre qui a mis un pain à l'autre. Voilà. Bon, juste avant de jouer leur match, le matin du match. Ça s'est arrêté là. Ah, c'est les joies de l'e-sport. C'est les joies de l'e-sport. Donc, Millennium, c'est Millennium. Donc, tu fais comme tous les joueurs Millennium. Tu parles chez Millennium. Involontairement. Involontairement. Et 2014, donc, tu rejoins le projet Team HD. Donc avec Nono et Irakubot à la place de Nanook et Dude. Bah non, en fait c'est pas le même projet. En fait Millennium, donc du coup moi je quitte l'équipe. Après je rejoins une autre équipe inter pour jouer en EU. Après finalement on change la Dekari, et on prend Nono. Parce que c'était l'équipe en fait, ils avaient pris nos joueurs, c'était l'équipe Lemon Dogs. Qui avec I'm So Fresh, Shlaya, Mew avait pris 2 de nos joueurs, Zikion et Zerius. D'accord. Et du coup, il nous manquait des joueurs. Du coup, Nono est venu me rejoindre dans le projet. On a fait quelques games ensemble. Et après, quelques semaines après, du coup, avec Dwag, Irakubot, on s'est décidé de lancer le projet. Fameux projet Lemon Dogs qui avait déçu Shlaya. Voilà, ils sont arrivés, ils ont joué contre TSM. Et la game où Shlaya est mort avec son Ziggs face à Leblanc Bjergsen, level 3. Et là, Team HD. Ce qui a propulsé une carrière et on a arrêté une autre. C'est marrant. C'est vrai. Ça peut y ressembler. Team HD qui devient Thunderbot Sparta. Oui. Donc il y a du Gaming, il y a du Thunderbot, il y a votre équipe, c'est un peu compliqué, ça devient après Sparta, et là, bon ça se passe pas comme ça devrait se passer en fait. Bah c'est quand même une expérience. Déjà, Sparta quand même, l'idée de base était bonne. Parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a des Stream Teams, il y a de la Team EC, c'était une Stream Team. Sparta, c'est la première Stream Team française. C'était la première Stream Team. Mais avec en plus quand même une très bonne valeur sportive. À l'époque on était bons quoi. Il y avait qui dans cette Stream Team d'ailleurs déjà dedans? Dans la Sparta, dans la team Sparta. Il y avait au top au début il y avait Spontex. Ouais. Il y avait Jungle moi, Shlaya mid, Nono ADC et support Lounet. Donc c'était honnête. Lounet, Irakubot était passé en manager et Dogby était resté chez Millennium. Et après au top il y a eu un changement Au top il y avait Spontex qui a été remplacé par Steve. C'est ça. Parce que Spontex avait décidé de continuer ses études, il faisait un BTS en parallèle et c'était loin pour lui de faire le trajet. Après on a changé Shlaya je crois, donc c'est Istari, le frère de Cabochard qui l'a remplacé. Et puis après voilà, donc c'est fini. Mais l'expérience était quand même magique, ça m'a énormément aidé pour le reste de ma carrière. Parce que un peu plus tard, on en parlera sûrement, mais je rejoins Gambit en tant que coach. Et tout ce que j'ai vécu à Sparta en fait m'a permis de me mettre directement dans le bain. Et pas de découvrir une GH, pas de dire ok je suis avec ces gens-là, comment est-ce que je me comporte à 5-6. C'est genre j'ai déjà vécu des galères et des bonnes choses avec des gens pendant 6 mois, donc du coup c'était cool. Comment tu t'es retrouvé coach des Gambit Gaming?
T'avais fait un apply sur internet, c'était Alors, quoi? déjà, il y avait un autre truc avant, c'est qu'en janvier donc 2015, 2015 ou je 2014? pense qu'on est en 2015 là maintenant. Ok. Janvier 2015, il y avait une proposition de Fnatic pour être coach. Et Oui. avec les joueurs de Sparta, on s'était mis d'accord. Voilà, les gars, on sent que le projet il est un peu sur sa fin. Il y a quelques galères et tout. Faut dire qu'à l'époque, Fnatic avait publiquement communiqué sur la volonté de recruter des coachs et des analystes et avait fait une sorte de casting géant au niveau européen pour recruter les meilleurs analystes. Et Donc, C'est là qu'ils ont recruté Daylor, non? Ou oui, c'était avant exactement. Ouais, c'est là Et qu'ils- en fait, l'anecdote qui est sympa, c'est que. Donc en fait, avec Sparta, on s'était mis d'accord pour en gros explorer nos options s'il y en avait qui se présentaient. Donc dès lors, j'avais commencé à. J'ai pas fait le jeu de mots sans faire exprès. En deux mots dès lors. Essayer de présenter ma candidature, donc j'avais bossé dessus, etc. C'était un peu avant le nouvel an, je me souviens. Et du coup, je bosse, et au final, je passe les entretiens donc avec Yellowstar, avec Karn et avec un autre gars de Fnatic. Et petit à petit, en fait, on arrive dans les candidatures, et du coup, je suis pas retenu. Tu passes l'entretien avec Yellowstar et Karn. Ouais. Donc déjà, tu dois être comme ça. Pas vraiment, parce que Ouais. je partais du principe que si je méritais le poste, il fallait que je montre à la hauteur sur l'entretien. Ok. Donc j'y allais plutôt confiant. Et puis. Confiant. Ok. Bah, je veux dire, il fallait que je le mérite. Ouais, Et en parce que plus, si tu veux Karn, être coach, pour Là, notre audience, je pense qu'ils connaissent bien Yellow. Karn, ça pèse aussi. Karn, ça pèse. Karn, Le ça plus pèse. grand joueur de tous les temps d'un Ouais. point 6 et C'est ça. directeur sportif de Fnatic. De Fnatic. Donc, passe entretien. À la fin, donc, je suis pas retenu. Et le truc qui m'a vraiment mis mal pendant, je me souviens, quelques heures, voire un jour, c'était. On avait le choix, on a hésité entre Daylor et toi, on a pris Daylor. Ah là Et j'étais en mode, là. putain. Ok. Donc du coup voilà, donc c'est pour ça que maintenant je reviens sur le Gambit. Expliquer précisément pourquoi. Ils m'ont dit oui, ils m'ont dit pourquoi. Ils m'ont dit en fait, parce que le coach avant c'était Aranae. Ouais. Et ils m'ont dit, t'as l'air d'avoir en gros les aptitudes qu'on recherche, mais on a eu une mauvaise expérience avec Aranae. Ok, Et vu que je t'es vois encore très bien. joueur de Sparta, on a peur que t'aies envie de jouer à nouveau. Ok. Ou en tout cas que genre t'es pas encore le profil cherché. Alors que Daylor avait quand même un background de Le profil poker. d'Aranae, qui c'est était quand plus- même le profil de coach joueur sympa avec les Oui. joueurs. Le Voilà. profil de Daylor, c'est quand même coach psychorigide, sociopathe. Donc c'est pas, Mais en fait, C'est pour ça. Et du coup, avec le recul, en fait, la c'est connerie- un bon choix de Fnatic. Ouais, ou la connerie, je pense, ça aurait été en fait de vous prendre tous les deux, quoi. C'est-à-dire d'avoir lui qui gérait la maison et toi qui étais in dans l'équipe, ça aurait peut-être marché. Le truc qui était bien, c'est que j'étais aussi ami avec Yellowstar, donc du coup, il y avait peut-être. Enfin, j'étais une bonne relation avec lui, donc du coup, on aurait pu travailler ensemble, etc. Il avait peur que justement, ce soit trop ami, ou en tout cas. Moi, j'ai une question, Oui, attends, ça. j'ai deux questions du coup afférentes à ce qu'on vient de raconter là. Déjà, pour revenir à la Stream Team, le projet était bon, l'idée était bon, vous aviez la Sparta, GH. tu veux dire. De Sparta, pardon. Je mélange à chaque fois. Mais non, mais comme tu étais dans les deux. Donc, pour revenir à Sparta. Donc, Sparta qui était géré, faut se rappeler, donc c'était une stream team montée par Irakubot et gérée, et vous streamiez sur Eurogaming. Vous aviez un planning de stream, etc. Machin. De l'extérieur, nous, ce qu'on a vu, et un peu de l'intérieur, vu qu'on était chez Thunderbot, donc on avait des news quand même, mais on a eu l'impression que ça a foiré parce qu'en fait, vous étiez presque trop bon. C'est-à-dire que vous aviez eu comment dire trop facile, ouais. non, mais tu sais, ok, on est streamer, que vous ne croyiez pas, en fait, à cette époque-là, que ça aurait pu marcher, que vous auriez pu en vivre d'être streamer, d'être Ouais. simplement une stream team. C'est tu ça, vois. en fait, on C'est pour pensait ça, que en fait, je vais en revenir à la stream team derrière, et qu'en fait, vous aviez trop de résultats, vous avez failli vous qualifier en Challenger Series, et du coup, vous n'y êtes pas réussi, et ça allait plus, et du coup, bah oui, en fait, c'est tu vois, c'est contrairement à la exactement ce que stream tu dis. team maintenant, Voilà. je finis juste mon C'est un déroulement, beau parallèle. où la stream team maintenant, on sait très bien qu'elle se qualifiera jamais en Challenger Series, donc c'est bon, c'est acté, on est streamer, et on fait du show, quoi. Tu vois, Ça, parce qu'on s'en rendait pas comment tu compte. analyses ça? En fait, à l'époque, comme on disait un petit peu tout à l'heure, par exemple, quelqu'un comme Domingo, quand il s'est lancé en tant qu'indépendant après avoir quitté Eclipsia, c'était en 2015. Et nous, du coup, on avait cette décision-là fin 2013. Donc, il n'y avait pas encore toutes ces manœuvres qui se sont lancées avant. Et au début, on lance le streaming, on se dit, ouais, c'est sympa. Il y avait pas mal de viewers à Il y avait l'époque du sur monde, Dailymotion. Il y avait 3000, 4000 sur les gros rendez-vous. Et en plus, il y avait M-Spirit qui était en tête-à-tête. C'était le même projet un peu d'ailleurs. Même Ouais. projet. Ouais. Et d'un C'est- coup, en fait, on monte de niveau. Pour replacer le contexte au niveau entre guillemets économique, c'est le moment à peu près où Dailymotion a décidé vraiment de réduire ses, Oui, c'était ça aussi. son C'était dans le CPM, même comme on moment. appelle ça. Voilà. Et du coup, on monte de niveau. Et là, en fait, on a à peu près tous eu la même décision. C'est en mode, en fait, les gars, on peut faire quelque chose sur le compétitif. Donc venez, on se lance un peu dessus encore plus. Et du coup, c'est pas qu'on a délaissé le streaming, c'est qu'on a choisi notre voie. On l'a assumé. En tout cas, même si on a échoué, on l'a assumé. Et avec le recul, évidemment, que genre, on peut tous se dire, ah mais en fait le streaming ça aurait été pas mal. Mais on avait un but. Je critiquais pas, c'est juste je Non, voulais mais je voulais sais être que sûr c'est que c'était bien critique, ça mais le truc. C'est pour ça que même avec le recul, là même moi ça me fait un peu une côté nostalgie, comme c'est vrai, on aurait pu faire quelque chose de différent. Ok. T'avais une deuxième question, Drijo. Et oui, et dès lors, parce que c'est un débat qu'on a eu avec je sais plus qui, est-ce que pour être coach d'une équipe, il faut absolument avoir été joueur avant, au moins de ton niveau. J'entends au moins de ton niveau dans le sens où tu n'as jamais fait les Worlds, tu vois, mais pour moi, j'en discutais avec Zaboutine,
et c'était au sujet de Duke. Mais je veux pas parler de Duke en particulier. J'ai la sensation, moi, et en tout cas de mon expérience, que pour être coach d'une équipe, faut absolument avoir eu au moins un très bon niveau. Sinon, tu ne comprends pas le jeu au niveau où le comprennent les joueurs, en fait. Et tu ne peux pas parler avec eux. Alors, je te dis pas que tu peux pas avoir une équipe de coach avec à l'intérieur des gens qui sont pas des anciens joueurs, mais pour moi, le head coach, c'est forcément un ancien joueur. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça? C'est vrai que c'est deux écoles. Ma pensée à moi, c'est que oui, il faut être un joueur avant, parce que déjà, il y a une question de respect vis-à-vis des joueurs. Parce que même si tu arrives en disant voilà, je suis le coach, les gars, écoutez-moi, à la vraie vie, ça marche pas comme ça. Bien sûr. Chacune des personnes que tu coaches sont humaines et ils sont en mode ouais, mais t'es silver, tu vois, genre ils peuvent te dire ça. Alors que si tu as été voilà, Chal, Master ou peu importe, au moins il faut que le gars il sait à peu près jouer, donc si je lui parle, il y a un retour. Et aussi, ça te permet d'assimiler plus rapidement les choses avec tes joueurs. En fait, alors que quelqu'un, je pense en tout cas, de coach qui est un peu plus bas niveau, va avoir plus de temps à assimiler d'un point de vue pratique. Après, d'un point de vue théorie, c'est faux par contre. D'un point de vue théorie, quelqu'un qui analyse les patchs, qui comprend voilà, les objets, les routes de jungle ou peu importe, ça, à n'importe quel niveau, je pense que c'est ok. Parce qu'il faut juste voilà, assumer les trucs. Mais voilà, vraiment une plus-value pour moi d'avoir un coach qui a un niveau correct parce que bah, voilà, tu as une légitimité vis-à-vis de oui, ne serait-ce que dans la discussion que tu as avec les joueurs, tu parles le même langage. Et jamais ils vont te dire non, tu mais comprends le même jeu. Tu comprends pas. Et oui, dès lors que le joueur te dit un truc comme ça, tu es en mode. Mais c'est fini en fait. Donc voilà, donc le fait d'avoir été à un bon niveau en solo queue à l'époque m'a permis d'avoir un peu de légitimité et surtout que j'avais commencé avec des gars comme Forgiven, Diamond Prox et tout. Donc j'avoue que j'arrive en mode je suis Silver les gars, vous allez m'écouter. En mode ça va là-bas. Exactement. Va là-bas. Donc c'est ça, on y arrive. Donc saison 6, ton premier split. Décembre 2015, donc tu deviens le coach de Vitality. La team LoL Vitality. En juin 2015, du coup, je rejoins Gambit. Et en décembre 2015, Vitality. C'est ça. Ouais. C'est ça. Parce que le slot Gambit a été racheté par Vitality. Donc, t'emmènes dans tes bagages Cabochard. Ouais. La caboche. Tu commences par un bon split. Le Spring Split 2016 où, cool. Où vous finissez 3ème. Puis 3ème du régular, on a été le premier à un moment. Et je vous avoue que sur le moment, j'avais l'impression que c'était facile. Ouais, t'étais sur un petit nuage, c'était comment? Ouais, c'était le bon mot, c'est ça. En fait, j'ai l'impression que genre tout nous souriait. Tu vois, genre Vitality arrive, donc c'est tellement une bonne nouvelle. Ouais, c'est la grosse hype en plus. J'étais avec Cabo, qui est un super bon ami. L'énergie du lancement et tout. Et paf, on est premiers. En plus, on nous prône pour un style de jeu hyper tactique et tout. Bon, ça, c'est un truc que j'ai toujours aimé. Hyper tactique, il n'y a pas beaucoup de kills et tout. Enfin voilà. Et du coup, tout se passait bien en fait. Tout ce que j'imaginais dans ma tête pendant que je bossais dans ma chambre et tout, en mode, c'est pas possible et tout. Donc après, on finit 3ème finalement. Et par contre, pendant les playoffs, là. Perd en quart de finale, instant contre Fnatic. Voilà. La raison, je pense que c'est un changement de méta. La vraie raison, parce qu'en fait, on joue en 1-3-1, sans rentrer trop dans les détails. On joue en 1-3-1. Si, vas-y, rentre dans les détails. On joue en 1-3-1 hyper tactique, où en mode il fallait jouer avec la pression un peu tactique de l'essuie-glace, quoi, à coup à gauche, à coup à droite. Et en fait, lorsqu'il y a eu la fin de la saison et le quart de finale, Riot a décidé d'un petit peu nerf ce qu'on utilisait, les champions mid qui allaient sur un côté. Donc on a dû jouer des champions mid statiques, tu vois, les Victor, les Azir, etc. de l'époque. Et du coup, ça a changé notre style de jeu, parce que tu peux mettre un Victor ou un Azir sur le side, en tout cas à l'époque tu pouvais pas trop. Donc on devait jouer autrement, on devait jouer plus avec 1-3-1 mais 1-1-3 avec donc du coup Yarnan, Shook, Casting qui jouait plus sur un côté et Nuke Dog tout seul mid. Et ça du coup on n'a pas eu assez de temps pour le masteriser alors que les autres équipes le faisaient de manière générale, tu vois, dans leur style de jeu. Donc du coup c'est quelque chose qu'ils avaient bossé. Donc on n'a pas eu assez de temps pour le travailler et on a perdu 3-1 contre Fnatic. Et je me souviens que les 2 premières games on a essayé de jouer ce style de jeu là face à Fnatic, mais Fnatic nous a eu. Et la 3ème game j'ai dit aux joueurs les gars, ça suffit, c'est la 3ème game, genre soit on perd 3-0 et au moins tant pis, mais au moins on tente quelque chose. Et du coup on a fait un 1-3-1 en mode allez, on s'en fiche de la méta et on l'a gagné. Donc ça a fait 2-1 et on a refait et ça s'est pas joué à grand chose et on a perdu 3-1. Donc c'était une déception pour tout le monde, vraiment. Mais on s'est rendu compte que voilà, quelque chose n'est jamais acquis. Même quand mais globalement c'était quand même une bonne première saison. C'était quand même très honnête, quoi. Tu parlais de redirection, d'essuie-glace. Joko m'a dit une fois que League of Legends c'était un jeu de gagne terrain au final. C'était avancer, reculer, voir où était l'ennemi et prendre des positions. Qu'est-ce que t'en penses? C'est ça aussi pour toi? Oui, c'est vrai, c'est le cas. En fait, League of Legends, c'est des phases de jeu. En fait, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, un peu comme, je sais pas, au football américain où tu vois, genre tu gagnes du terrain. Donc phase 1, par exemple, tu vas essayer de prendre une tour. Dès que tu prends une tour, t'es content parce que c'est 10 minutes de jeu, tu back. Après, deuxième objectif, tu prends, donc t'as la tour, plus, je sais pas, genre des camps de jungle et un dragon. Tu reviens, tu fais un autre truc, etc. Et petit à petit, t'avances. D'où le principe de ce qu'on appelle le on and off. C'est-à-dire que genre, tu fais ton action, t'es en on, c'est-à-dire que t'as le droit de faire des actions, et dès que tu cumules, je sais pas, 1000, 1200 gold, dès que tu sens que t'as fait assez, bah, du coup tu back, t'es en position off,
pour redémarrer avec de nouveaux objets, plus d'argent et une nouvelle action. Et petit à petit, en fait, ça va te permettre de gagner terrain sans creuser un énorme écart avec une énorme teamfight et aléatoire, de du coup te retrouver à 20 minutes de jeu avec 4-5 goals d'avance parce que juste tu joues mieux la macro et après tu peux prendre n'importe quel fight et normalement tu devrais la gagner, donc D'accord. c'est un gain de terrain effectivement. Bon, Summer Split 2016, là par contre ça se gâte. Vous finissiez 7ème. Ouais. Pas bien 7ème. C'est pas bien. C'est pas... C'était pas décevant bien. Oui. parce qu'il y avait des ambitions. Oui. Et puis Le recrutement des Coréens, c'était pour ce split ou c'était après ce split? Je sais plus. c'était pour ce split. C'était Mighty Bear et Mighty Bear et Police. Voilà. Du coup voilà, on avait un scout coréen qui nous aidait un petit peu. Et en fait, voilà, Mighty Bear faisait des excellentes performances partout. Et puis même, il l'a prouvé, on va dire, entre guillemets, en solo queue, il était numéro 1 challenger pendant tout l'été. Mais malheureusement, ça s'adaptait pas en équipe. Alors pourquoi? Il y a plein de raisons. Alors sur à chaud, c'est parce que les Coréens et donc du coup les Européens ne s'entendaient pas. Pas d'un point de vue, pas en dehors du jeu. En dehors du jeu, c'était tout spot. Mais dans le jeu, ils n'arrivaient pas à se communiquer parce qu'il y en a un pensait ça, l'autre pensait ça, etc. Et mon rôle, en fait, c'était un petit peu de ternir un peu les opinions de chacun pour un peu essayer de déceler une conclusion. Mais c'était dur parce qu'en fait, il y a vraiment deux styles de jeu différents. Donc même moi, parfois, j'étais non mais du coup, parce que genre, je me souviens avec Cabo, parfois, on se disait, mais non mais ce qu'il dit, c'est genre juste par exemple, mais ce qu'on pense aussi, c'est juste. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc parfois, pendant la partie au LCS, il y avait ce clash-là. Ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde sur les décisions importantes. En mode, ah les gars, on fait ça. Et genre, ah mais non, on devrait faire ça. Et on fait ça. Et alors que les deux étaient à peu près bons, mais il n'y avait pas une distinction. Et donc, ça, en match de LCS, c'est juste pas possible en fait. Voilà. Ils étaient à quel poste ces deux joueurs? Cabochard était top et Mighty Bear était jungle. Mais c'est pas que Cabochard et que Mighty Bear. Je parle d'un ensemble. Là, j'ai pris un exemple aléatoire. Non, je crois qu'il y avait deux corps. Grosso modo, les visions de jeu étaient différentes. Légèrement différentes. Et puis du coup, ça s'est pas forcément bien passé. Et puis même après, il y avait un peu le Mighty Bear, c'était son premier split réel à ce niveau-là. Police sortait de Challenger Series en NA et parlait pas très bien anglais. Donc du coup, on a bossé avec nos moyens. Et malheureusement, je pense que même, j'enlèverais presque le mal, mais heureusement, on a fini 7ème. Parce que c'est vrai que c'était au final, sur ces deux splits LCS, on t'a découvert en tant que coach. Globalement, ta réputation, elle a été faite là au niveau coach. Tu as été reconnu comme étant un coach de qualité. Il n'y a pas eu de souci. Quel bilan, toi, tu tires de cette année 2016 au niveau des deux splits LCS? Je pense que j'ai beaucoup grandi. Ouais. Oui, Néo, qui était là il y a 15 jours, je crois, nous disait que c'était vraiment fatigant, c'était vraiment usant. Un split LCS, deux splits, et surtout, alors je pense que le split, le premier ça allait, mais le deuxième quand ça chie. Ouais, c'est ça en fait. Quand ça se passe bien, tout est cool, mais quand ça se passe pas bien, c'est genre. En fait, chaque seconde, il peut y avoir un conflit et il faut que tu sois là. Donc c'était une sorte de police de proximité H24. Donc j'ai grandi parce qu'en fait j'ai un profil assez diplomate, on va dire, dans l'ensemble, même dans ma vie de tous les jours, mais en fait, d'arriver à convaincre tout le temps les gens de s'entendre bien, d'être potes, de s'amuser, de jouer ensemble alors qu'ils font ça H24, quand ça se passe bien, c'est assez difficile et éprouvant. Donc en fait, le truc c'était de tenir le bateau et un coup il penchait à droite et je le remettais, un coup il penchait à gauche et je le remettais et il fallait un peu jongler avec ses opinions pour arriver à quelque chose. Vraiment, heureusement, là je le redis, heureusement qu'on finit 7ème parce que ça aurait pu être pire dans les résultats parce qu'au bout d'un moment, en fait, quand l'entente ne fonctionne plus, quand il y a tellement de conflits avant que en fait, les joueurs, et même moi parfois j'ai envie de me dire, ça sert à rien, juste passons à autre chose. Sauf que le split te force à continuer à jouer. Tu vois, c'est un peu comme une relation, je sais pas, avec une petite amie, tu vois. Ça se passe pas très bien plusieurs fois, et au bout d'un moment tu dis, bon bah tant pis, écoute, on passe à autre chose et on fera autre chose avec une autre équipe ou avec une autre copine. Sauf que, imagine, quelqu'un te dit, ah non, tu dois rester avec cette copine pendant encore 2 mois, alors qu'il y a tous ces conflits avant. Donc du coup t'es en mode, bon ok, alors on va essayer de faire ça, et voilà. Donc du coup j'ai beaucoup grandi parce que s'occuper de gens H24 et avoir la responsabilité, c'est quand même assez dur. C'était quoi la répartition de tes tâches? C'était gestion humaine à 50%, réflexion tactique à 30%, je sais pas, c'était quoi à peu près? Je pense qu'au Spring Split c'était beaucoup plus tactique. Je devais sur vraiment du 70 voire 80 tactique et le reste humain. Par contre au Summer Split c'était pas ça le problème. C'était pas la tactique, ils savaient à peu près tous jouer, mais du coup c'était 60-70% humain. Et voilà, donc je me souviens, j'ai lu des bouquins de coach, j'ai regardé des articles, je faisais je regardais je sais pas comment on appelle ça, des conférences de mecs qui donnent de management devant tout le monde, pendant 1 heure, 1 heure et demie. Et en fait, c'est moi personnellement, en dehors du fait que je m'occupais des gens, j'ai grandi beaucoup en fait à travers ça, parce que je me suis rendu compte que j'étais capable en fait de gérer des humains, ou en tout cas j'essaye d'être capable, et ça a un peu changé ma vision des choses après ce split en tant que coach.
C'est souvent ces expériences-là qui font beaucoup grandir. Ouais, tu te rends pas compte sur le moment. Ouais, c'est sûr. Mais après le moment, t'as dû sortir déjà du split, mais c'est vrai, on peut discuter quand même. T'as dû sortir essoré, messieurs, je vous en prie. T'as dû sortir déjà essoré, donc je pense que dans les 2 premières semaines, t'as pas vu le bilan positif. J'avais pleuré aussi, je me souviens. Ouais. Pour le coup, c'est vraiment la pression. Quand on a fini 7ème, il y avait Néo et donc Nico, les 2 responsables de Vitality, qui étaient venus à Berlin pour voir notre match. Oui. Et au début, donc c'est le tiebreaker. Qu'est-ce que Néo il a pu te dire? C'est le tiebreaker. Je crois qu'il a dû dire je t'aime 10 fois, parce que bon, c'est le coup d'émotion. En gros. On finit 7ème et il y a un match de tiebreaker. Le dernier match entre Elements, qui finit en relégation juste après, et nous. Et on savait que les équipes, il y avait Misfits qui était en Challenger Series, donc du coup quand même il fallait faire gaffe. Et du coup on joue le match et on perd. Genre on perd le dernier match et tout ça, et là je suis en mode non c'est pas possible, on va pas en relégation et tout. Et là il y a Gilius qui fait la pire insec de tous les temps et qui nous entre guillemets offre la qualif, on revient dans la game. Et là, du coup, on est avec Néo et Nico, et dès que je vois qu'on gagne et qu'on tape le Nexus, là, il y a une explosion d'émotions qui arrive dans la tête. Entre le c'est enfin fini et le putain, c'est cool, on est au LCS la saison prochaine, et tellement de choses que du coup, voilà, j'avais un peu les larmes aux yeux quand je suis arrivé sur scène, et j'ai dit merci à tous les joueurs d'avoir tout donné malgré les tempêtes en fait pendant le voyage. Cool. Alors, les moments de victoire comme ça, c'est des moments au niveau émotionnel qui sont vraiment étranges. Qu'est-ce que toi t'en retiens essentiellement? C'est t'es sur un petit nuage, ça dure pas longtemps. Comment tu le sens? Disons que je pense que je suis pas. Pour te dire, il y a même des champions qui se tapent des dépressions après des grands événements sportifs, tellement quand la pression redescend. Voilà. Je pense que moi je suis pas quelqu'un d'émotionnel du tout, parce que je pense que en fait, je trouve que l'émotion altère en fait la perception des choses sur l'instant T. Si tu vois, genre je suis trop heureux, du coup je n'analyserai pas en fait ce qui va se passer. Et pareil, si donc du coup je suis très triste, etc. Donc du coup j'essaie d'être à peu près neutre, ce qui fait que c'est plus après que je me rends compte de ce qui s'est passé, plus que sur le moment. Sur le moment, je vis juste comme je réagis. Et en fait, c'est après où je suis en mode waouh, putain, c'est fini, c'était ouf. Et putain, je vais rentrer à Paris, je vais aller en vacances. Et du coup, il y avait une explosion d'émotions plus que tu vois, un sentiment particulier. À rebours, un petit peu retardé. Voilà. Quoi. Ok. Donc, on passe saison 7. Là, tu n'es plus coach, tu deviens manager sportif. Pourquoi ce choix? Est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est concerté au sein de Vitality? Voilà. Alors il y a plusieurs raisons. Donc la première déjà, ayant fait 2 splits, etc. La première raison, c'est qu'on s'est posé la question, est-ce que ça serait pas mieux avec un autre coach? Pas forcément que je faisais mal mon travail ou bien mon travail, mais parfois c'est bien d'avoir un électrochoc. Et j'étais le premier à le dire. J'étais le premier à dire, voilà, on a fait une bonne perf, mais ça fait donc 1 an que je bossais avec Nuke Duck et Cabo. Et du coup, j'étais en mode, ok, pourquoi pas essayer de faire un autre truc et tout. Et si vous trouvez quelqu'un de bien et tout, ça peut être sympa. Du coup, après, Vita voulait quand même me garder. Et moi, un peu avant, je leur avais dit, il manque quand même quelqu'un chez Vitality, je pense, pour s'occuper du sportif, parce que ils étaient assez overbookés. Et du coup, j'étais en mode, voilà, moi je pense avoir les clés pour essayer un petit peu de vous aider. Je connais un peu la scène, je connais un peu les gens. Donc pourquoi pas essayer de penser à un travail comme ça. Donc du coup, on a réfléchi tous ensemble et finalement, on a conclu en tout cas sur cette décision qui est que en fait Néo allait partir sur Berlin pour s'occuper en fait de League of Legends, qui est quand même la proue de Vitality dans l'e-sport maintenant. Et on est obligé d'avoir quelqu'un en backup qui s'occupe de la majeure partie des jeux. Donc du coup on est parti sur ça et au final c'était un nouveau challenge. Et moi j'aime beaucoup les challenges, genre je dirais pas que je me lasse vite, c'est pas le mot lasser, mais j'adore quand il y a un but qui est un peu plus haut que celui d'avant. Parce que du coup ça m'excite. Une fois, à partir du moment où tu as l'impression de maîtriser le sujet, ça t'intéresse plus. C'est pour ça par exemple quand je joue à des jeux, et j'ai remarqué que, je sais pas si vous séparez, c'est peut-être limite une question que vous posez, mais je hais par-dessus tout jouer avec des gens plus faibles que moi. Genre je ne veux pas, en fait à part quand c'est des amis, mais genre en fait je suis obligé de jouer contre des gens qui sont plus forts que moi pour me sentir, en fait, même si je perds 500 fois, juste pour me sentir challengé sur un truc. Alors, à titre personnel, je suis obligé de jouer avec des rédacteurs qui sont meilleurs que moi, et s'ils n'arrivent pas à me carry, je suis déçu et je leur dis. Voilà. Moi, je parlais des gens contre, pas avec. Moi, j'ai changé. Contre toi. J'avais cette consommation des jeux mais plus jeunes. Après, c'est là où je vois que j'ai vieilli. Maintenant, je m'en fous, quoi. Je joue avec des potes, avec une bière et. Oui, mais ça, mais je parle d'un point de vue compétitif. Tu vois, genre. Mais en fait, je suis vieux, je joue plus à niveau compétitif, tu vois. Après, avec les amis et tout, il y a aucun problème. Après, je me fais. Si tu veux, je retrouve ma compétition à moi quand je suis tout seul dans ma chambre. Là, j'essaie de me dépasser et de faire du mieux que je peux, quoi, tu vois. Mais j'ai plus du tout le temps de carry. Ça m'est passé. Mais je comprends bien la sensation parce que sur World of Warcraft, quand j'étais plus jeune.
Là par contre c'était le cas. Il y avait la meilleure guilde du serveur qui s'appelait War Legend et j'ai tout donné pour être dans la meilleure guilde du serveur et qui après m'a amené à faire des trucs avec K et tout. D'accord, c'est un peu ça. C'est un peu du coup ce qui m'a tiré vers toujours être très compétitif dans League of Legends, c'est que je voulais rencontrer des gens toujours plus forts que moi. Et alors ton bilan en tant que manager sportif, comment tu le trouves? Alors quels sont déjà un petit peu les podiums? T'as eu quoi? T'as eu sur Clash Royale? T'as eu Nem Sensei qui a fini troisième ou deuxième ESWC. Autrement, encore sur Clash Royale, là, t'as eu le français quatrième qui était classé quatrième Walouf, voilà, qui était classé quatrième au ladder mondial, tout simplement. Ce qui est bon, quatrième mondial, c'est pas mal, c'est honnête. Qui a aussi joueur Vitality. Quels ont été les autres résultats des autres Depuis que je suis arrivé, je pense qu'il y a. T'as pas été champion du monde sur Rainbow Six ou non, ça c'était avant que j'arrive. Ah d'accord. Depuis que je suis arrivé, je pense qu'on a eu Calax, Wildello, Hearthstone, on a eu Nem Sensei, Walouf, on a eu la nouvelle équipe Rainbow Six, et on a eu un autre changement dans l'équipe Rainbow Six. Et ton rôle dans cette ouverture de Vitality? L'équipe H1Z1 aussi? Oui, mais il n'y a pas eu de podium encore. Non, mais je voulais le placer. Oh le troll, voilà, Brijou l'a placé. Et bingo. Il y a, en fait, c'est, on va dire, je fais vraiment un lien entre la direction et les joueurs et les managers des joueurs, etc. Donc les décisions sont à peu près prises tous ensemble. Pour être transparent, sur League of Legends, je m'en occupe un peu moins, pour le coup, c'est assez anecdotique, mais en fait, vu qu'il y a Neo qui est en plein dedans, et H24 à Berlin et tout, il n'a pas besoin forcément de passer par moi tout le temps, donc parfois on se concerte pour 2-3 opinions, mais sinon sur tout le reste des jeux, généralement je suis quelque part invoqué, et même pour H1Z1. Ok. Et donc, alors, donc tu as participé exactement à l'ouverture, ce que je disais tout à l'heure, de Vitality, Clash Royale. Pourquoi? Clash Royale, c'est quand même l'anti-jeu e-sport de base. moi je suis pas comme ça. Tu te rends compte que moi, pour moi, je trouve que Hearthstone est beaucoup plus anti-e-sport que Clash Royale. Oui, on est d'accord. Mais premier abord, voilà. Les deux se volent. Non, il y a beaucoup plus de RNG dans Hearthstone que Clash Royale. Pas de RNG. Mais en gros, Clash Royale, c'est en fait l'histoire est assez marrante, c'est que parce que Neo t'a cité en disant c'est lui qui allait chercher Nem Sensei, c'est lui qui allait trouver ce petit jeune. Parce qu'en fait, c'est quand même excitant de se lancer dans un nouveau jeu. Et la première chose, je crois, qui se passe, c'est que Millennium lance 9 joueurs Clash Royale, enfin recrute une guilde de Clash Royale. 9. S'ils avaient pu en recruter 67, ils en auraient recruté 67. Et ils en recrutent 9 et je fais attends mais ok, d'accord. Et en fait, j'avais reçu un message d'un gars qui me disait ouais, je suis le pote d'un mec au lycée ou d'un pote d'un gars au lycéen. Les meilleures histoires commencent comme ça. Ouais, le pote d'un gars lycéen, il est pas mauvais sur Clash Royale et tout. Il a l'air d'aimer Vitality. Donc pourquoi pas essayer de lui parler et tout. Et donc du coup, je revois sur ce mail, je fais bah ok, vas-y, je vais lui parler parce que ça coûte rien, tu vois, de parler à un mec qui joue un peu à une sphère. Et du coup, je lui parle et il me fait ouais bah écoute moi je suis juste lycéen donc c'était Nem Sensei je suis lycéen je fais ma petite life et tout par contre moi je peux du tout envie dans l'e-sport je sais pas ce que c'est Vitality je connais un peu parce qu'il jouait à LoL mais voilà j'ai pas d'appréhension j'ai pas d'attente et tout et du coup je lui fais bah parfait tu corresponds au profil c'est à dire que nous on veut parfait t'es mon homme non mais parce qu'on peut miser sur des gens etc qui ont un potentiel qu'on peut déceler parce qu'on a l'accompagnement justement en fait c'est ça la force je pense que je peux ramener chez Vitality c'est que j'ai vécu leur galère avec quand on leur rappelait Millennium les Sparta et tout. Donc du coup je fais vas-y on peut essayer de faire un truc ensemble et tout et en fait ce qui m'avait marqué c'était que sur le ladder je sais pas si vous voyez comment ça marche le ladder Clash Royale j'imagine en gros bien, je suis il était 2800 donc oui très bien je sais pas il était c'est pas mal déjà oui sans payer bah alors parfait transition en fait il était dans le haut du ladder sans payer il était genre niveau 10 alors que tous les autres dans son ladder étaient genre niveau 11 ou 12 je fais putain c'est quand même pas mal parce que moi j'avais joué un peu à Clash Royale pour comprendre ce qui est énorme parce qu'en fait la frustration est immense parce que les autres payent donc tu as énormément de retard par rapport à eux à rattraper et ce qui est extrêmement frustrant parce qu'au niveau micro je pense que le gamin était bien meilleur que les autres, mais au niveau macro porte-monnaie, ça suffit. Il y a trop d'HP quoi. Voilà, il y a trop d'HP. Donc du coup, voilà, je vois ça et je fais, mais attends, c'est quand même pas mal comme performance. Et du coup, je le vois, je fais, bah, ok, bah écoute, faisons quelque chose. Et en plus, il y a le SWC, ça coûte le mec qui était de Paris, moi je suis de Paris, vas-y, venez, on y va. Et on lui prend un maillot et du coup c'est ouf parce que les 9 joueurs Millennium se font sortir et Nem Sensei arrive en finale et il perd 3-2 et ce mec là me rendra fou parce qu'en fait il descend de scène et en fait Nem Sensei c'est un petit garçon tu vois qui est assez timide, 16 ans, 17 ans maintenant mais il est assez timide tu vois il est pas là non plus pour être arrogant et mais c'est quelqu'un qui parle beaucoup en métaphore et ça c'est un truc qui m'a toujours marqué. Il descend de scène, il perd 3-2 en throwant la game. Il arrive devant moi et il fait
putain, mais c'est comme si j'étais en train de détruire le Nexus, mais que j'ai rush dans la fontaine, et il a fini la game à ma place. Et il me lâche ça, genre à chaud, tu sais, il vient un peu de descendre sur scène, et je fais genre, ok, lui je l'aime bien. Et on a continué ensemble, et dedans c'est devenu quelqu'un qui un peu respire Vitality, et qui aime beaucoup l'échange qu'on a dans la structure en général. Donc du coup, après, on a pris les jeunes joueurs que tu as fréquentés, il y en a un dont je me souviens très bien, parce que j'étais Millennium à l'époque où il y était, c'était Perks. Comment il était quand tu jouais avec lui chez Millennium? T'étais son jungle, il était mid laner. Je me souviens que lui qui voulait... Non mais je me souviens d'un déplacement. Drijo avait... on partait tous à la Gamers Assembly, on était de Marseille, donc de la GH de Millennium. Drijo prenait du matériel dans son van, tu bloquais la rue, donc t'avais dû partir sans moi, je t'avais insulté par SMS. Donc du coup, moi, chose que je déteste, je me retrouve coincé dans le van avec tous les joueurs, notamment voisin de Perks. Drijo, c'est quand même Corbier quand même adore l'e-sport mais déteste les joueurs. Voilà. C'est-à-dire que les joueurs c'est tous des petits cons, ils les détestent. Voilà. Et je me retrouve avec Perks dans le van avec tous les joueurs, notamment toi. Et Perks te vanne. Il te vanne, je m'en souviens très bien, il fait cette blague à l'époque, il te dit plusieurs fois d'affilée comme ça que ton Lee Sin est bon. Ton Lee Sin est bon, mais il te le répète 4-5 fois d'affilée comme ça, et au bout de la 5e fois, tu te retournes, tu fais mais t'es en train de me troll là? Et lui il rigole, il fait oui. Voilà. Mais comment il était Perks? Perks c'était petite teigne, vraiment c'est le mot qu'on peut dire. Ouais, compliqué. Hein. Compliqué et difficile à gérer. Ouais. Et en fait voilà, il était jeune avec un talent monstrueux et il savait pas le contrôler en fait. Donc en gros on a joué avec lui, ça s'est à peu près bien passé et au bout d'un moment, il a dit une phrase qui sur le coup m'avait blessé, en tout cas l'équipe avait blessé, mais maintenant je peux rien lui dire, c'est qu'il a dit vous êtes trop nul pour moi. Et il avait dit ça, donc il y avait Gob, il y avait Crazy Caps et Jerry qui est sorti des LCS, etc. Et Gob qui avait un niveau décent. Et il dit ça, il dit vous êtes trop nul pour moi, donc du coup il a plus trop envie de jouer, il fait quand même la DreamHack avec nous, la dernière DreamHack Tour. Et ensuite c'est Aika qui le remplace pour quelques games par la suite. Alors c'est vrai que quand on regardait les games à l'époque, à sa décharge, même si c'est violent la façon dont il non, mais on voyait cette équipe-là en finale, et on voyait que donc il y avait 9 joueurs qui avaient le même niveau, et il y avait lui au milieu qui défonçait tout le monde, quoi. C'était hallucinant. Et en fait parce qu'il y avait, à la GA, on fait top 2 et on perd contre Origen qui Origen 3 semaines après passe au LCS. Et Perks, c'est vrai qu'il surfait un peu sur cette vague-là. Donc voilà, en fait, donc on quitte l'équipe. Après, Perks rejoint G2, Challenger Series. Après, triple champion d'Europe. Donc à partir de là, je me dis, bon, le gars, tu vois, genre. Il avait raison. Déjà, s'il était à peine en demi-finale de LCS, j'aurais dit bravo, mais le mec a gagné 3 fois les LCS d'affilée. Donc là, je suis en mode, waouh. Et donc, du coup, limite, c'est plus une fierté d'avoir été à ses côtés. D'avoir, entre guillemets. Et alors maintenant, comment il est dans ces LCS? Est-ce qu'il s'est bien intégré? Est-ce qu'il s'est. En arrivant au LCS? Non, maintenant dans le championnat. Je pense que maintenant il est complètement différent. Il a un petit peu ce côté arrogant, mais il le faut. Ça c'est très important d'être arrogant quand tu es au LCS. Alors c'est important que tu dises ça. Pourquoi? Alors ça c'est quelque chose que je pense. Mais arrogant dans quel sens aussi? Explique. Confiant. Il faut être sûr d'être le meilleur. Voilà, c'est ça. Voilà. Genre, moi, c'est un truc qui m'avait marqué, parce que je sortais de Millennium, Sparta et tout. J'ai joué avec beaucoup de Français. Et Gob aussi, chez Millennium. Et en fait, les Français sont vachement en mode, oh, mais ils sont trop forts, il faut faire attention à son machin, il faut faire ci, il faut faire ça. J'arrive chez Gambit, et les Diamond, Forgiven, Cabochard et tout, c'est en mode, mais on les défonce, m'en fiche. Et après, ils disent, non, mais même pas ce champion, je le défonce avec son main et tout. Et du coup, ça a donné une autre mindset en mode, mais ils sont sérieux. Et après, genre, moi, j'ai envie de leur dire, non, mais les gars, quand même, il faut respecter le truc. Et genre, j'avais envie de dire ça, mais ils étaient tellement confiants. Et je fais, mais c'est ça, du coup, la marque des champions. Et en fait, du coup, j'ai commencé à comprendre que il fallait plus ressortir le côté arrogant de quelqu'un plutôt que le dissimuler. Et plutôt dire, sois confiant, tu vas le défoncer, plutôt que de dire, fais attention à lui, respecte-le, etc., etc. Donc, ça a beaucoup changé la façon de voir les choses. Et Perks, en fait, a toujours été comme ça. En mode, voilà, je vais l'éclater, le type en face. Il attendait juste de prouver, ok. Et du coup, voilà, il attendait juste d'avoir des... Ça fait un peu genre manga, mais il attendait d'avoir des adversaires à sa hauteur. Il y a une excellente VOD de Drijo, que tu me l'as linké assez souvent, de ce coach de basket qui a une conférence de presse, explique pourquoi son équipe est nul et dit cette phrase, je crois, c'est dauphin, des dauphins, t'en fais pas des requins. Voilà, c'est ça. Il explique que lui, ce qu'il veut voir sur son terrain, dans ses joueurs, c'est les requins et pas les dauphins. En fait, son équipe a perdu. Et il leur dit mais battez-vous les mecs. En fait battez-vous, vous êtes des merdes. Moi le mec il donne comme ça au-dessus de ma tête, mais je lui pète les rotules. Je m'en fous, je me fais sortir du terrain, mais je peux pas supporter qu'un mec me snob comme ça, quoi, tu vois. Mais de toute façon vous êtes des merdes, des dauphins, on n'en fait pas des requins. Mais ça c'est très vrai parce que
moi j'ai croisé quelques joueurs aussi. J'ai jamais croisé un joueur qui est devenu champion du monde ou qui a fait une grosse carrière et qui n'était pas persuadé, un, d'être le meilleur, deux, qui pouvait défoncer tout le monde. Enfin, tu vois, tous les mecs, Linax, Soz, Yellow, avant sur World of Warcraft, Enings et tout, tous ces mecs qui ont vraiment dépassé la France et qui sont allés très très loin. Enfin, t'en connais pas des vraiment gentils. Tu vois, même Ant qui passe pour un mec hyper gentil, en fait, quand tu parles avec lui, il te dit moi je veux faire les Worlds, moi je veux me prendre Faker, tu vois. Il te le dit et il en est persuadé à l'intérieur de lui, tu vois. Même s'il sait que c'est peut-être un peu trop too much, bien sûr, mais il va se le dire. Mais ça commence par se le dire. Ça commence par se persuader à soi-même et tout faire pour y arriver. Et du coup, c'est une autre vision de quand on voit les choses sur Twitter et tout maintenant avec le recul. Mais quand je vois des gens, tu vois, qui sont un peu arrogants, avec mon expérience, je suis l'un des seuls, entre guillemets, à limite mettre un fave en mode vas-y mon pote. Oui. Tu vois, genre en mode je suis avec toi. Plus que lui dire putain mais quel con, vachement arrogant, là il se prend pour qui celui-là, il pète pas le plus haut que son cul, comme 99% des gens. Donc c'est ça, la difficulté elle est de trouver après. Et ça pousse les gens vers le haut en fait. Après il faut pas être trop arrogant non plus, dire. Oui bien sûr. Mais il y a une chose importante avec ça. Bon bah ok, on a fait un bon point sur qui est Chouns. Je crois qu'on va passer aux actus en vrac. Drijo, tu vois pas d'objection à passer aux actus en vrac? Non. Tu peux pas, on a dit on pouvait pas parler de l'annonce de Vita vu que c'est toujours pas annoncé. Non, c'est pas sorti, on va pas faire parler de sûr, des rumeurs en live quand même. Ah merde. Ça serait dommage qu'on parle des rumeurs de Vitality en live avec Chouns. Quelle rumeur? Non mais ça a été annoncé, annonce ce soir. Ça a été annoncé ou pas? Non, ça n'a pas été annoncé, sinon j'aurais reçu un SMS. Non, il n'y a pas de... Ok, bon, on en parle. Bon allez, actu en vrac, une rumeur qui a été sortie par l'équipe, le journal. Oui, l'équipe, le journal. Est-ce qu'on peut juste finir sur Vitality? Vas-y, alors finissons sur Vitality. Parce qu'on a eu Néo il y a 2 semaines, donc la saison, la dernière, elle a été assez compliquée. Néo nous a bien raconté en détail que c'était compliqué. Le calvaire, le chemin de croix. Ouais. Est-ce que... Attends, parce que j'essaie de voir comment je peux poser la question pour pas que tu me dises oui, on va faire mieux la saison prochaine. Oui, on va faire mieux la saison prochaine. Oui, bien sûr. Est-ce que j'imagine que tu en as vachement parlé avec lui rapidement. Quels sont les points à améliorer absolument pour que la saison prochaine ça se passe mieux chez Vitality? Première chose, c'est déjà le niveau de jeu était très médiocre. Pas que les joueurs, parce qu'au final, les joueurs à la fin, en entraînement, tous ensemble, ils jouaient super bien. Mais sur LCS, enfin sur Stage, ça se ressentait pas. Donc déjà, il y a une énorme prise de conscience à faire. Et ça peut partir du staff comme sur les joueurs. Donc attention, ça sera sûrement annoncé bientôt, mais ça part de là en fait. Ça part de plus le background oui, parce que les joueurs l'environnement de la GH. Oui, les joueurs sont très forts. Même tu vois, Nuke Duck, il s'est fait mime pendant toute la saison. Comme quoi il était passif. Sans Nuke Duck, parfois on y arriverait encore moins. Tu vois, donc, non, c'est sûr. Même Joko, c'était sa première saison LCS, je l'ai pas trouvé nul, quoi. Loin de là, même. Non, il a fait des erreurs, mais il a été plus qu'honorable. C'était honnête, quelqu'un qui sort d'une session vachement française chez Challenger Series et tout. Donc... Ok, bon, très bien. Suite du tribunal de l'e-sport avec l'actu en vrac. Première actu, le loup a été levé par l'équipe, le journal qui est sur le foot, enfin sur le sport, qui news aussi un petit peu sur l'e-sport, qui a newsé une rumeur, qui a relayé, qui a sorti l'info selon laquelle le prochain support de l'équipe Team PSG serait Yellowstar lui-même. Messieurs, une réaction. Est-ce que vous avez vu l'article sur l'équipe et qu'en pensez-vous? C'est très marrant quand on sait que c'est pas l'arrivée sûrement. Voilà le rédacteur. Ouais, les relations sont tendues entre l'équipe et le PSG. Oui. On sait qu'il y a un historique comme ça parce que l'équipe, je sais plus ce qu'ils ont dit. Qui sont... Ouais, c'est récent. Ouais. Ils n'ont pas autorisé l'équipe à être à la conférence de presse. Ouais, voilà. Parce qu'ils avaient mis un article assassin. Oui. Voilà, sur le PSG du foot, mais du coup ça s'est répertorié sur le PSG e-sport, c'était assez rigolo. Donc je pense qu'il a dû se faire un plaisir pour l'arrivée de sortir ça. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? J'en sais rien. Est-ce que c'est possible? Ça me paraît pas délirant. En vrai, je pense que en termes de niveau de jeu, Yellow, je pense qu'il peut largement pour assurer un support en CS, Challenger Series, je pense. Et est-ce qu'il en a envie? Par contre. Ouais, je pense aussi. Parce qu'en fait, c'est une mauvaise idée, en dehors du fait que je trouve que Yellow est quelqu'un de génial, etc. C'est un peu un aveu de faiblesse de faire ça. Parce qu'en gros, tu prônes un projet, on t'a mis en avant en disant voilà, tu es la personne qui est en charge du PSG sur LoL. Mais du coup, d'aller directement jouer, c'est que tu ne crois pas au potentiel d'un joueur qui peut justement te tirer vers le haut. Un peu comme si Laurent Blanc était coach et que Laurent Blanc il dit ok, mon défenseur central il est trop nul, vas-y prochaine saison je vais sur le terrain, et du coup on trouve un autre coach.
c'est une pas un mauvaise bon idée message. dans l'esprit que veut lancer le PSG. Ok. Même si Yellow Star est quelqu'un, tu vois, qui aura largement le niveau et qui pourra amener encore plus l'équipe vers le haut, bah ça va justement pas faire éclore comme on le voulait le projet, je pense. Donc je suis pas super fan de ce move si ça se fait, et si ça se fait pas, bah je pense que Yellow a plus de raisons de poursuivre en fait son message vers le haut en soit prenant d'autres structures, d'autres divisions dans l'e-sport, soit voilà en amenant encore plus d'encadrement comme il sait le faire. Oui, puis il y a un petit côté, un petit syndrome origène aussi, où on a vu Péké reprendre, arrêter, reprendre, arrêter. Ouais. Voilà. Ouais, et en plus ça le met en difficulté. Moi, ce que j'aime bien, ce que je trouvais très fin là dans son placement à Yellow au PSG, c'est que du coup il est un peu dégagé de la performance sportive, tu vois. C'est-à-dire que là, le split a pas été génial, dans le sens où ils ne sont pas qualifiés en LCS, ils sont encore en CS, donc ça c'est très bien. Mais ça n'entache pas l'image de Yellow, quoi, tu vois. Ça peut pas être complètement de sa responsabilité. Il y a quand même les joueurs et le coach avant, quoi. Donc, ouais, il a eu sa carrière, enfin, il est quand même 5 fois champion d'Europe, et à chaque fois qu'il a fait un match, il a entre guillemets performé. Pour moi, c'est fini, tu vois. Il doit plus rentrer sur le terrain. Il a eu sa carrière et il doit aller vers d'autres flots. Je suis d'accord. Alors, en tout cas, une info dont on est sûr, c'est Pilote et Spratel, la botlane du PSG qui est partie. Pilote. Ah oui, Pilote. Oui, qui sont partis du PSG eSport. Oui. Non, rien, on se fout de la gueule de ton articulation qui est très mauvaise. D'accord. Non, parce que j'ai entendu Peanut, et Peanut c'est le jungler des SKT. D'accord, mais pourquoi tu ne parles pas de l'articulation des oreilles de Sean, ce qui l'empêche de bien l'entendre? T'as entendu Pilote ou Peanut? J'ai entendu Peanuts. Non, mais c'est bon, j'ai entendu mais avec un accent anglais, j'ai entendu Peanuts. Tu vois, genre le mec qui se la pète et en fait c'est de la merde. C'était Peanut et Spratel qui quitte le PSG eSport. Donc bon bah voilà une réaction. Allez, je fais même plus de trucs. Spratel est plus de je pense pas forcément au niveau. Après on sait pas ce qui s'est passé en interne. Pilote par contre je sais pas. Parce que Pilote a été plutôt bon. Après ils ont dit dans leur communiqué qu'ils préféraient se séparer, mais je n'ai pas. Parce que en fait ça se joue beaucoup. Ce qu'il faut savoir c'est que toutes ces annonces comme ça, c'est généralement parce que les équipes LCS, CS vivent tous les jours ensemble et c'est pas les performances au LCS ou sur scène que nous on voit en tant que commentateur, en tant que spectateur, c'est tout ce qui se passe qu'on ne voit pas. Donc généralement les gens qui disent ouais ils l'ont viré parce qu'il était nul à tel game, non, ça sera à cause d'autre chose. Donc on peut pas vraiment savoir. Après Spratel c'était un joueur qui même dès qu'il avait été annoncé comme recruté où les gens se disaient bon c'est peut-être pas au niveau donc donc c'est peut-être logique, mais oui c'est bien qu'ils fassent des changements vu que l'objectif quand t'es PSG malgré tout ce qu'on nous dit sur le budget qui est pas démentiel, on s'en fout t'es PSG donc le but c'est d'aller au LCS et si ça a pas marché autant faire des changements. Oui, au niveau sportif, comment tu les as trouvés toi Sean? T'as commenté les Challenger Series cette année avec Dogby, Twixou et Brack. Et Brack, voilà. Belle expérience. Oui. C'était pour moi une mauvaise mise en route, mais après ça n'a pas empêché que je trouve qu'ils ont fait un très bon taf. Ce qui m'a le plus déçu c'était le match à la Lyon eSport qu'ils aient perdu plus que les dernières séries, parce que faire tout le trajet pour faire ce match et finalement perdre, c'était pas forcément... Voilà, ça fait... Coucou Juliane. On peut montrer le tweet. Voilà. Pardon. C'est magnifique victoire. Mais non, mais voilà, ça m'a un peu pas déçu, mais je me suis dit ah merde, c'est chiant quoi pour eux. Donc après ils sont vachement bien repris et je pense que Duke a fait un gros taf derrière d'avoir réussi à cerner les joueurs, faire des très bonnes drafts, bien travailler en amont pour arriver à ce fin. Et qu'est-ce qu'il faut là qu'est-ce qui leur manque pour le projet aboutisse qu'ils arrivent à cette... Je pense qu'ils devraient faire une Monaco comme en Ligue 2 au foot. C'est-à-dire qu'ils arrivent vraiment avec des joueurs de classe internationale et qu'ils éclatent tout. Alors pourquoi les joueurs, soit ils veulent pas parce qu'ils sont en Challenger Series, mais tu rejoins quand même le PSG quoi. Enfin, tu vois, genre... Oui, c'est-à-dire qu'une fois en LCS, ça va peser très lourd. Bah oui. Au foot, on est bien passé de Fabrice Pancrat à Zlatan Ibrahimovic parce qu'il y avait des Qataris. Donc là, bon, il n'y a pas les Qataris, mais je veux dire... pas vraiment. Il y a les Qataris, quoi. Pas vraiment, mais je veux dire... Final, là tu ramènes un grand joueur de classe internationale, tu donnes tout pas autour de lui, mais tu vois un peu dans la même idée, parce que là en fait ils ont créé un projet de mon point de vue, j'ai pas à juger, mais avec que des joueurs qui étaient bons et sympas. Et du coup il n'y avait pas ce côté un peu égo dont on parlait juste avant. Tu vois, si tu prends les individualités Steve, Kirei, Blanc, Pilote, Spratel, c'est que des gens good guy. Donc c'est bien parce que ça correspond un peu à l'image que de Yellow et tout, mais il faut justement ce côté un peu égo, un mec qui va tirer vers le haut les autres. Et ça, je pense que c'est le seul truc qui manquait. Donc, est-ce qu'il faut le trouver en ADC ou en support? Je ne saurais dire. C'est toute la finesse de Yellow qui a une image de good guy, mais qui en privé, par contre, est comme tu le dis. Voilà. Il en faut un sur le terrain aussi pour faire le lien entre défoncé, quoi.
Ça, c'est... Autre actu en vrac, ce sont... Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué sur les streams LCS, les bandelettes qu'a notamment Reckless sur ses avant-bras. Chez Eclipsia, on s'est renseigné un petit peu au niveau de la rédac sur le pourquoi du comment de ces bandelettes et on allait interviewer, donc c'est Liquidistrap, notre petit rédac, LT comme on l'appelle, qui a interviewé le docteur Levi Harrison, qui est un mec des States, et qui nous donnait un petit peu sa manière de penser, qui nous épargne sa manière de penser sur les straps et quelques conseils pour les joueurs, pour éviter les blessures, tout ça. Et apparemment, les bandelettes de Reckless seraient plus de l'ordre de l'effet placebo qu'autre chose. Est-ce que toi, tu donnais des consignes d'hygiène, de bon sens, de nutrition? Tu sais que ça, ouais. Les straps, nous on l'avait utilisé à Sparta, à la PGW. D'accord. En 2013. Okay. On avait ça parce qu'il y avait deux kinés qui s'appellent Jocelyn et Mehdi, qui ont travaillé avec nous un petit peu parce qu'ils avaient un projet. Oui, c'est vrai, je me souviens. On avait ça, on a fait une performance dégueulasse, donc du coup les gens ils se sont dit putain, ils ont ramené des straps, ils ont ramené des kinés, ils font 0-2. Ouais. Et en fait, je me souviens surtout de ça, c'est vrai. Voilà. Donc et du coup, il faut savoir que l'e-sport, ça. Jocelyn et Mehdi, parce qu'ils ont fait un travail exceptionnel, maintenant travaillent avec Riot. D'accord. Ils sont LCS et je les ai croisés il n'y a pas si longtemps que ça. Pour justement accompagner les joueurs, ils accompagnent des Fnatic, des G2, et donc je me demande, je pense que c'est eux qui ont filé les straps. C'est Medin et aussi qui ont mis les straps. Ok. Bah, en tout cas, et c'est pas un effet placebo, parce qu'en fait le but, si je me rappelle à peu près, c'est qu'en gros ça crée des vaguelettes dans ta peau qui fait que du coup le sang circule mieux et du coup ça crée moins de tension au niveau du sang qui peut rester bloqué comme ça. Du sang. Ça c'est un truc quand même, la posture des joueurs qui jouent des heures et des heures. Tout un truc. Il y a tout à revoir, de l'hygiène de vie, c'est-à-dire le sommeil, l'alimentation, jusqu'à la posture sur le fauteuil. La manière de poser sa main sur la souris, sur le clavier, enfin il y a tout à reprendre et à ergonomiser la tête et tout. Voilà, c'est vrai. Hein. Et je sais pas s'il y a vraiment un gros travail qui est fait autour de ça, autour des joueurs. Je pense que ça commence, mais que c'est pas fou. Ouais. Mais je pense que le à médecin, terme, ça va être un vrai enjeu. Hein. Dr Levi Harrison, lui, il conseille carrément des échauffements. Des échauffements avec des mouvements pour bien échauffer l'articulation, déjà stimuler la circulation. Et je me fais la réflexion, tu sais, tous ces joueurs maintenant qu'on voit sur CSGO et qu'on voyait déjà à l'époque de 1.6, donc les vieux, souvent ils sont tankés comme des mules en fait. Oui. Tu vois, on voit plus tous ces joueurs qu'on voyait à l'époque qui étaient vraiment fat. Ouais. Tu vois, sur Counter-Strike, tous ces joueurs qui ont duré, tu sens qu'ils sont, fit et qu'ils font du sport. Quoi, oui, mais là il y a eu une petite hype d'ailleurs qui s'est créée au LCS, j'en suis très content. C'est que les gens vont beaucoup à la salle maintenant. Les joueurs de chez Eclipsia aussi en interne, il y en a plus en plus qui vont à la salle. C'est bien parce qu'en fait, là on est passé d'un côté, ok, le gaming c'est trop cool, du coup on joue 24/24 si on peut, à part pour dormir et manger, à le gaming c'est cool, mais quand même faut faire gaffe. Ouais, si je peux avoir une tablette de chocolat, c'est mieux, ok. Voilà, donc du coup, je trouve qu'il y a une dynamique qui se crée depuis peut-être l'année dernière, 2016, au niveau même des influenceurs, même voilà, on a vu les Kameto, les côtés, etc., qui sont un peu dans la même idée. D'aller justement à la salle pour allier ou associer le gaming et le fit. Et c'est vrai que d'avoir des mecs comme Pacha Biceps qui sont tous beaux, tous stock, qui arrivent sur scène, c'est quand même cool. Gamer, le plus beau, musclé, et si en plus on arrive à avoir un petit peu d'intelligence. Là-dessus, Yellow, ça a été un précurseur. Oui. C'est marrant. C'est marrant. Yellow. Ah oui, Yellow. Ah oui, complètement. Il faut se rappeler que Yellow était carrément fat, quoi. Il était. Quand on voit les photos, c'est assez impressionnant. La fonte de Yellow, vraiment impressionnante. C'est un grand bravo. C'était vraiment incroyable ce qu'il a fait. Ouais. Autre actu en vrac. Alors je sais ce que tu vas me dire. Tu sais de ce dont je vais parler, c'est la LPL. Alors qu'est-ce qui se passe en LPL? Tout simplement de la merde. Voilà, Rito a annoncé qu'il y avait des franchises en LPL. Système de franchise à LPL, voilà. Donc on pensait que ça allait être annoncé pour les LCS-N1 et finalement c'est la ligue chinoise, donc la LPL. 2 équipes, alors pour l'instant il y a 12 équipes. Voilà, 2 équipes seront ajoutées et Riot Games souhaite que 20 équipes soient présentes en LPL pour le futur. Quant à la LSPL, donc la Ligue 2, les Challenger Series de la LPL, celle-ci va devenir une ligue pour développer les joueurs. Donc ça y est, Trijo, on y est, on a des franchises sur LoL. Toi t'es pas fan? Ah non, je trouve que c'est trop de la merde. Alors il y aura aussi un système de matchs à domicile et à l'extérieur qui seront implantés avec 3 ou 5 villes, 3 à 5 villes en 2018. C'est-à-dire que les joueurs vont se déplacer et jouer dans les locaux ou
les stades Et c'est bizarre, des uns et des autres. les studios, enfin il n'y a qu'un seul studio et toutes les équipes sont autour pour jouer. Donc c'est vrai qu'il y Après, aura des la studios Chine, dans c'est- chacune des équipes. C'est ça. Oui, C'est ouais. mon plus Voilà. gros. C'est vrai que c'est pas le même terrain, mais on aimerait bien créer ça aussi sur européen. Enfin, pas les franchises, mais le côté un peu genre on peut se déplacer. Attention là, ça va partir. Mais non, mais quand on avait parlé avec Non, je parlais Néo, des studios et de. il avait été Ouais. très honnête. Il disait bah, moi je suis en LCS donc je veux bien avoir ma franchise. Oui. Je descends plus jamais des LCS, c'est génial, Mm. tu vois. Oui. Mais en vrai pour le spectacle c'est de la merde quoi. C'est-à-dire que bah, tu peux avoir la gestion d'équipe la plus médiocre du monde, bah, t'as les thunes pour acheter ton slot, tu redescendras Tu jamais. gardes, ouais. Et Origen n'aurait jamais pu monter, et UOL n'aurait jamais pu monter, et Misfits aurait jamais pu monter, et Fnatic et Misfits Academy auraient jamais pu monter. Bon voilà. Bon moi je m'exprime toutes les semaines de toute façon sur ça, parce que toutes les semaines il y a une actu sur ça entre Overwatch, Counter-Strike, etc. Ouais. Je trouve beaucoup plus sain et beaucoup plus sportif le modèle de Counter-Strike. Avec les majors, les minors, la façon de monter, etc. Ou le modèle des LCS actuel avec ses défauts qui sont. Je trouve pas que le système sportif des LCS ait des défauts. Je trouve par contre que le système de rémunération des équipes a des défauts. Ça c'est Oui, ça, oui, c'est mais sûr. les équipes sont très difficilement très bénéficiaires sur LCS. Exactement. Parce que ça coûte cher. Mais en plus les franchises, c'est marrant. Tous les gens qui prônent les franchises. Enfin, tu vois, quand t'achètes une franchise NBA, t'as pas le droit d'avoir la même franchise en NFL. T'as pas le droit d'avoir la même franchise sur d'autres sports, quoi. Tu vois. Donc ça veut dire que Vita qui achèterait un slot en Challenger Series, en LCS, pardon, aurait plus le droit d'être sur code, aurait plus le droit d'être. Enfin, tu vois, ça devient. Ce qui est impensable. Donc je sais pas comment ce système est adaptable partout dans le monde et particulièrement en Europe. J'espère vraiment qu'on va pas aller vers ça parce que pour moi, ça tue vraiment en grande partie l'intérêt sportif de... S'il n'y a pas cette relégation, oui, elle est extrêmement dure. Hein, En fait, je pense que la question qui se pose, à notre échelle, moi j'ai le même point de vue que toi, mais à une vraiment macroéconomie, je pense que c'est un bon choix, pas en Europe. En fait, aux États-Unis par exemple, bon, non seulement ils parlent tous la même langue, et ils sont des millions et des millions, mais en fait, le fait de ramener la franchise intéresse du coup les sponsors. Parce Bien que sûr. du coup, quand tu vas voir un nouveau partenaire, tu lui dis voilà, moi j'ai un slot, il partira jamais, ce sera toujours comme ça, point et final. On a gagné tant de matchs, tant machin. Quand tu vas en Europe, par contre, le problème c'est que si tu dis ça, sachant que les LCS c'est européen et qu'européen il y a une trentaine de langues au hasard, tu peux pas vraiment donner le même dialogue. Parce que tu peux dire, ouais, regardez, un partenaire français, on est au LCS, donc du coup on va jamais bouger, ça va être cool. Par contre, votre reach il va être européen tout le temps. Sûr. Donc pareil pour chacun des pays. Donc c'est pour ça que c'est plus dur, mais il faut, je pense, passer par là pour au moins intéresser plus de gens, pour qu'il y ait les stades e-sport, pour qu'il y ait des compétitions e-sport, les Jeux Olympiques, et qu'en fait ce soit une poussée sur les autres pays que la France et l'Europe. Moi je crois pas, regarde, t'as des sports comme le foot où c'est pas comme ça et ça se structurait quand même avec la professionnalisation du truc et ils ont eu quand même des stades, etc. C'est ce que je dis, c'est en Europe. Mais ouais, Il n'y a pas de foot. Ouais, Si, il y a du soccer, mais Je suis je veux dire, d'accord. c'est pas du tout une compétition majeure. Alors que NFL, NHL, NBA, tout ce que tu as cité avant, ils sont tous franchisés. je suis d'accord, Parce mais c'est ça moi qui a poussé j'aimerais le que le reste. modèle, que l'e-sport invente un autre modèle et je trouve que c'est pour ça que j'aime beaucoup le modèle de Valve et de Counter-Strike, je le redis, qui rémunère très bien les équipes. Valve ils trouvent et qui font aussi sur Dota, enfin ils y trouvent leur compte vu que Avec les skins. les skins, enfin ils en vendent jamais autant qu'avant les compétitions. Et oui, si t'es nul, tu descends, mais en même temps, t'es très rémunéré. Enfin, tu vois, il y a une vraie, comment dire, comme il y a un énorme risque, il y a une énorme rémunération aussi du fait d'être sur un major. Et ça, c'est peut-être pas assez le cas, mais en même temps, c'est très compliqué à équilibrer parce que si Riot donnait énormément d'argent, il y aurait encore plus d'inflation sur les salaires des joueurs, et en fait, les gens demanderaient encore plus des franchises parce qu'il y aurait encore plus d'argent à se faire. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Bon. Moi j'ai déjà dit ce que j'en pense, je trouve que c'est pas sportivement une bonne idée. Je comprends comment au niveau business c'est une bonne idée forcément. Sportivement, voilà, c'est ça. On est tous au courant de comment ça marche, Voilà, mais on n'est pas forcément obligé de l'accepter. Ouais. Ouais, je comprends. Et ben en tout cas, Supercell, eux, ils ont une autre approche au niveau sportif, puisque on passe à l'autre actu en vrac sur Clash Royale. Ils viennent d'annoncer leur mode de qualification au Crown Championship Global Series. Leur Coupe du Monde perso, c'est huge, ça va être hugissime. Donc pour s'inscrire à cette Coupe du Monde organisée Supercell, déjà $1 million pour le vainqueur, c'est cool. C'est 1 million de ans, CP, hein, j'ai vu. C'est 1 million de CP. 1 million de total, CP. Ouais. En fait, c'est des points. Tu gagnes 1 million de points, je crois. Sûr.
Bah je sais pas, moi j'ai vu 1 million de CP. Pas cash prize, c'est-à-dire que genre. oui, non, j'ai réparti entre les joueurs. Ou c'est pas Voilà. Je sais pas en fait, non, mais j'ai entendu parler de ça. Après j'ai pas vu 10 ans cash prize. d'e-sport, faut encore expliquer à Drijo ce que c'est qu'un cash prize. Mais non, c'est mais magnifique. CP, pour moi c'était Ah comme là là. RP Eh ou oui, je croyais que c'était Riot Point. Clash C'est Royale, comme la Clash classe à Royale l'école, Point. c'est bizarre. Non mais faut vérifier. Bon, d'accord, j'ai Pour regardé la réponse, c'est bon, s'inscrire, c'est bon, c'est pas grave. avoir 16 ans, juste être minimum level 8, donc arène 8, non, level 8, donc ta tour du roi, level 8, et il faut s'inscrire, faut participer à un des milliers de tournois qui vont être organisés de cup, automatiquement organisés directement sur le logiciel. Voilà, c'est une cup vraiment mondiale avec des qualifications partout, à foison, où tout le monde, là pour le coup vraiment tout le monde peut s'inscrire parce que level 8, tu peux le faire même si tu payes pas, c'est facile. Votre avis là-dessus, messieurs? C'est trop huge, je pense. Ouais. C'est trop Ouais. huge. Là, c'est vraiment genre vraiment trop. Je trouve que le cash prize Des est disproportionné. De Oui. centaines de tournois avec 1000 personnes. Oui. Enfin, genre, des Ouais, mais centaines alors, de ça va tournois être- avec 1000 personnes. Ça va Oui, très vite alors, en fait sur Clash Royale. Ça va être largement facilité par Ça va très vite parce qu'ils ont des rondes suisses. Voilà, Tu sais, c'est ça. t'as déjà Ouais, t'as ouais, dû voir, ouais, tu vois, donc ça va très très vite. Moi, c'est le cash prize, tu vois, avec 100 000 Pourquoi euros, je pense qu'ils auraient eu le même effet. Mais par contre, l'effet tournoi mondial, c'est ouf. quand Ah même. non, Ouais. non, moi je suis pas d'accord. Pour moi, le cash prize d'un tournoi de cette ampleur doit dépasser désormais le million d'euros, Ah sinon, ouais, tu ou le crois million de dollars. Sinon, c'est pas. Sinon, au niveau symbolique, tu y es pas quoi. Ah ouais, ok. Tu peux pas. Tu peux pas. Mais c'est ouf quand même, concurrencer c'est des pas mecs. faux, pas faux. Je Le rejoins. monde entier peut Oui, voilà, participer, c'est ça. quoi. Tu C'est vois. trop. Et puis on en Oui. parlait un peu avec Nem Sensei ou Aleouf et ils sont en mode wow. Par contre, C'est ça va big. être full random. Hein. Et puis là, je sais pas. Vraiment, au niveau de l'éditeur, je pense Je sais qu'il pas va comment vraiment ça marche, falloir ça. faire gaffe à la triche, Ouais. parce que Ah oui. tout est possible. Avec autant de joueurs, c'est pas possible de tout scruter, c'est pas possible de tout vérifier, c'est pas possible de tout check. Donc Surtout quand imagine voilà. genre un excellent joueur est éliminé genre en quart de finale. Parce peu que ça va importe, arriver, forcément. Bah, du coup il joue sur un mec qui est Oui. moins fort et puis. On verra. On verra. Dernière actu en vrac, j'ai perdu dans mes feuilles, mais bon, je l'ai de mémoire. C'est le départ de Pavel, le champion du monde d'Hearthstone, de chez Arma Team. Pavel quitte Arma Team. Pavel, c'était le fer de lance de la section Hearthstone chez Arma Team, clairement le meilleur joueur de la line-up. Ah ouais, sportivement Et parlant, en tout cas, c'est sûr. sportivement parlant, oui. Oui. Et il a expliqué dans une VOD sur la chaîne YouTube d'Arma Team qu'il quittait Arma Team pour des raisons, pour des raisons financières. Voilà. All Arma Team members, Bon, c'est Arma Team Production, hein. my manager, Donc voilà. all my Je me demande Donc qui a là, pris il la remercie vidéo. tout le monde. C'est parce qu'il n'y avait pas des Willis, donc ça c'était la DreamHack Austin, donc c'est Oui. soit Vince, Odemian ou Maverick, je pense. Mais Ouais. D'accord. la caméra est quand même de bonne qualité et elle bouge pas trop. Ouais, ça va. Ah, c'est Bah, weird, c'est quand dommage, même, pour Arma Team, mais sur le point de vue sportif. Après, c'était pas quand même. Enfin bon, il était hyper important pour les Oui. résultats, Hmm. mais c'est pas comme si récemment il avait fait des grosses perfs. À part les Bahamas, qui a été plus qu'honorable évidemment comparé aux autres. Mais on va dire c'est quand même beaucoup Torque qui va pousser le truc sur le streaming, et puis même tous les autres, Maverick, Bien sûr. Odemian, Besperbot, sont quand même des gens qui poussent plus Arma Team vers le haut que le faisait Pavel, je trouve, parce que Pavel c'est vraiment genre, ok, on a 50 000 Français et un étranger, et cet étranger gagne. Donc tu vois, genre, tu Et peux C'est pas un peu hors sujet, rassembler quoi. les gens. Pavel, Voilà, c'est un peu hors sujet. ouais. Tu vois, genre, c'est un mode. Alors après, ouais, c'est dur quand t'es Arma Team de garder le champion du monde de Hearthstone, quoi. Ouais. Mais comme ça, on voit très bien ce que ça vaut financièrement par mois. Ouais. Quand t'as un modèle économique qui est du stream, Qui est déjà rodé, ouais. voilà. C'est un peu la limite du modèle Arma Team et de la limite du modèle tel que l'envisage Rémi aussi, enfin la Willis de l'e-sport. C'est-à-dire, et ça en revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure de la différence entre Sparta et la Stream Team. C'est-à-dire qu'il faut choisir, quoi. Pour moi, Arma Team, c'est un bon projet si c'est une Stream Team. Tu vois, c'est une Stream Team, en fait. Ouais. Sauf que Hearthstone est à un la stream dif- game en même temps. voilà, donc, à la différence d'Eclipsia ou de Sparta, eux ils essaient de se vendre comme de l'e-sport à la Vitality. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup ça marche pas, quoi. Enfin, ouais, quand tes streamers font tous les revenus, bah, ils s'attendent à gagner tous les revenus, tu vois. Ils veulent pas que tu investisses sur un joueur qui stream pas, quoi. Enfin, tu vois. Après, il tente quand même, genre, même Besperbot qui est un des streamers, il a fait quand même une super performance à la GA, même à Montpellier. Maverick aussi fait partie des meilleurs joueurs francophones, donc c'est. Je trouve en fait ils ont pour l'instant en tout cas, je trouve qu'ils ont la bonne association entre les deux. Mais il va falloir se poser la question. Sans Pavel, il quoi. va falloir se poser la question, voilà, qu'est-ce que c'est maintenant qu'il n'y a plus Pavel? En tout cas, Hearthstone va bien, puisqu'ils viennent de célébrer les 70 millions de joueurs. Ouais, ouais. Et à cette occasion, ils ont distribué 3 boosters. 3 boosters à tout le monde. Bon, tu te connectes, tu as 3 boosters, Ouais. voilà. C'est marrant. Alors,
depuis qu'ils ont augmenté le prix des boosters, c'est vrai que les distributions gratuites de boosters ont aussi Ah, ça augmenté. vaut du fric. C'est l'avantage, c'est l'avantage. Et puis 30 millions de joueurs sur Overwatch. J'ai vu ça aussi comme Mais chiffre en Overwatch, ça avril. reste un bon jeu à jouer, Voilà. quoi, tu vois. Un jeu sympa, ouais. Ça reste Overwatch, pour moi, ça perdu, reste un side jeu, tu vois. Tu joues pas que à Overwatch, c'est quand tu te détends en fin de soirée avec des potes, petit Overwatch, tu vois. Mais C'est ça un reste des trucs c'est un des jeux sur lequel tu gardes un œil pour Vitality Oui, bien Overwatch, sûr, ou pas bien sûr. Ok. Bah, surtout il y a l'Overwatch League qui devrait Ouais. pas tarder à être annoncé quand même. Et en fait, c'est un jeu qui est très particulier parce que l'expérience de jeu est sympa. Ouais. Moi, j'ai vraiment brûlé le jeu pour Ouais. comprendre et tout. Je le trouve vachement cool. Alors, c'est quoi ton Mais, perso préféré quoi Ton perso préféré Zarya, je pense. Ok. Ça me rappelle CGNI et Amumu. Ouais, c'est ça. Et Elle a pas un cochon, mais c'est pareil. Ok. elle parle en russe, ça me va. Ouais, ça me va. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un jeu qui est toujours qu'on a toujours reproché, très difficile à comprendre. lire. Ouais, à lire. Tu vois, Ouais. juste quand tu vois une teamfight, etc. Bon, bref, c'est juste qu'ils peuvent pas faire autrement parce que tu vois une teamfight où il y a genre 12 ultis potentiels qui partent. Comment est-ce qu'elle fait la caméra? Tu vas pas s'attarder sur chacun des joueurs. Donc c'est juste ça qui m'embête un peu. Ce qui va, à mon avis, pousser Overwatch vers le haut, c'est un storytelling. Genre, tu vois, comme on l'avait à l'époque sur LoL avec les Frogun, sur CLGU, toutes les équipes comme ça qui perçaient un peu, les Fnatic, D'accord. les TSM et tout. Alors, S'ils arrivent à créer la même chose avec Overwatch, je pense que le jeu peut percer parce que juste il y aura un storytelling. Tu vas voir si C'est marrant parce que un Rogue veut se taper sur Misfits. le début de storytelling que je vois naître et sur mes réseaux sociaux, donc qui sont plutôt des réseaux sociaux orientés France, c'est Rogue aux États-Unis. Rogue, ouais, bien sûr. Voilà, Ouais. qui commence à Et en créer Corée. par leur trash talk, qui commence à se faire à créer du drama et tout, c'est commence à raconter une histoire Ouais. et c'est bien. Voilà. J'aime beaucoup les joueurs de Rogue, moi. En Oui. plus, on les connaît, nous, depuis. C'est les frères Binet C'est super. AKM leur et, équipe, ouais. et Vince. Oui. Et Vince, qui détestent League of Legends hein, Oui. et qui méprisent tout joueur de League of Legends. Hein. Oui. Voilà. Mais qui n'aimait rien d'autre que Quake. Donc voilà. c'est assez marrant de les voir Ah oui, sur, ok. sur Overwatch. Il y a un petit côté quand même. Parce que c'était quand même. Alors, tu vois comment dire, la suffisance des joueurs StarCraft 2 quand ils parlaient de League of Legends. Tu vois. Oui. Bah, Quake, c'était encore pire. Quoi. Oui. C'est-à-dire que, Parce que comme Quake- c'est un jeu extrêmement exigeant, Oui. tout le reste c'était de la merde. Tu Oui. vois. Et de les Même voir maintenant CS. sur un jeu, de les voir maintenant sur un jeu Même CS. qui nous Même prenne- CS. même CS Ah oui. pour eux, Ah, c'était de la les merde. Quakers refusaient d'être comparés au N'importe CSR quoi. parce que c'était un jeu pour l'eau, c'était nul. Quake, c'est hyper puriste pour Oui, eux oui, et c'est vraiment très, hyper puriste. En même temps, c'est vrai que c'est tellement dur Quake. Alors, est-ce que vous avez testé le dernier Quake Champion par Bethesda? Pas encore. Pas encore. Il est Donc, bien. Non plus, Rijo. mais j'ai testé. Du Non coup, plus. tu m'as dit que c'était pas mal. Eh ben, je suis le seul à avoir testé. Il est bien, sauf que c'est un jeu qui ne marchera pas dans le sens où c'est Quake. C'est hyper dur. Et tu mets pas un jeu comme Quake dans les mains d'un gamin qui a 16 ans aujourd'hui, tu peux pas. D'accord. Tu peux pas. Le gamin va pas comprendre. Il va pas comprendre pourquoi son railgun il passe pas. Il va Trop pas comprendre. puriste. Il va, ouais, vraiment trop, vraiment Ok. trop. Et bah alors ça a été un peu implémenté à la sauce MOBA. Donc t'as un passif, tu peux choisir ton perso. T'as un passif, un actif. Donc c'est un peu assoupli par rapport au modèle original ou même par rapport à Quake Live. Mais ça reste Quake et au niveau de la visée c'est tellement exigeant que ça va en rebuter vraiment plus d'un. Vraiment. Donc Oui, je, c'est- ça sera toujours très beau à regarder et à suivre parce que les matchs de Quake c'est beau, c'est beau à voir et on voit vraiment Quake, c'est un des rares jeux où tu vois le skill du mec, tu vois vraiment, tu sais ce qu'il fait avec sa souris, avec sa main, c'est dingue. Je pense qu'on va conserver ça sur Quake Champion, mais après l'expérience de jeu pour le joueur lambda, elle sera compliquée parce que c'est Quake, tout simplement. Je pense que c'est Rainbow Six qui est en train de monter un peu. Ouais. pour Un le petit coup. peu, ouais. Je pense que en dehors du fait que avec Vita on a des équipes, mais je trouve que le jeu en fait est vachement cool à regarder quand tu comprends un petit peu, un peu comme LoL, hein, parce que LoL si on comprend pas c'est pénible. Mais dans Rainbow Six c'est super simple, genre tu vois il y a une équipe qui attaque, une équipe qui défend, une équipe qui pose des barricades, une équipe qui essaie de les casser. Et c'est assez prenant parce qu'il y a quand même des plays, il y a quand même tu vois, de l'action et j'ai trouvé en fait en suivant un peu plus ces scènes là j'ai trouvé waouh c'est cool. Donc du coup là quand il y a un match de Vita ou même là s'il y a la finale de la Pro League qui va se jouer, j'ai envie de le regarder tu vois. Un peu comme je regarderais je sais pas la finale du Major CSGO tu vois. Donc je pense que c'est un jeu qui peut percer de plus en plus et être dans les top 2-3 des FPS en vogue du moment. Drijo, ton futur jeu e-sport c'est quoi? Moi, je joue Paris dans un. Pas forcément un Shanzada, mais ce type de jeu-là, je pense. Ce sera soit Oh bah, tu te Shanzada. mouilles pas trop, ça va. Écoute, tu me demandes mon prochain jeu, je te donne. En plus, Eclipsia ou une TV FPS, faut pas y voir de cause à effet. Non, et il y aura très certainement du Rainbow Six dessus aussi, mais je D'accord. pense que c'est ce type de jeu-là qui sera le prochain gros hit. Ouais. Eh bien, en tout cas, messieurs, merci, parce qu'on a fait le tour des actus en vrac. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Un petit débat, un dernier à lancer? Non. Une réflexion à faire?
Rien de spécial, moi. On a fait le Je suis- tour. Merci d'être venu. Oui, c'est merci cool. Shones d'être venu. Ça Merci à vous s'est bien pour passé ton l'invitation. tribunal, Shones? Très bien. Très bien. Pour le coup, soft même. Bah Je oui. dirais que ça a été super sympa. C'est Et bien. il y avait aussi, je voulais dire qu'il y avait j'allais sortir un vlog pour la DH Austin. D'accord. Et du coup, voilà, si vous voulez regarder un peu, c'est la première fois que j'ai fait un truc comme ça. Ok. Donc, C'est parce toi qui que as filmé toi-même j'ai filmé, j'ai monté Ok. Ah, dans ma super. chambre. Ok, bon, on Ok. regardera ça. Parce que je trouve qu'en fait, ça se faisait pas trop. Pour parler Bah, plus global, ça se faisait Surtout pas à trop. ton poste en plus. Les... Oui et non, genre j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de personnes qui font genre juste 15 minutes d'un week-end, dans la GA, la machin et tout. Ça se fait pas. Et je me suis dit, putain, mais c'est quand même pas mal d'avoir, tu sais, genre dans la peau de quelqu'un, comme l'avait fait Douag à l'époque. Ouais. Et du coup, Vitality. Alors, de suite, tu me dis comme avait fait Douag à l'époque. Je me souviens de cette GA 2014 où Douag était avec son truc de spéléologue et sa caméra sur le front comme ça. Il avait l'air tellement intelligent comme peut En l'être vrai, il Dogby. avait l'air de Dogby, quoi. C'était Dogby. Ouais, voilà. c'est Dogby, parfait. Moi, j'avais pas le- paroxysme du Dogby. Pas le J'adore bonnet Dogby pour ça, spéléologue, quoi. mais l'idée est un peu la même. Enfin, je trouve que ça se faisait pas assez. Et en fait, j'ai envie de créer un truc comme ça. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé à Vita, est-ce que vous pouvez me prendre une GoPro? Et donc, du coup, ils ont été, entre guillemets, d'accord avec le projet. Donc voilà, j'ai filmé tout ça. Ça va sûrement sortir vendredi. Ok. Le temps que je finisse tout, là, peut-être en rentrant. Et du coup, j'espère que ça pourra lancer peut-être une vague un peu plus de personnes qui ont envie de montrer ce que c'est un event Les vraies de coulisses. l'Eastside. Tu vois, genre des gars comme Chab, des Kameto et tout, ils prennent la caméra, ils font des plans et ils le donnent à quelqu'un. Moi, Ouais, j'ai voulu clairement. monter solo pour que Pour maîtriser, en fait. pour essayer en Ouais, fait. ouais, ouais. Mais je pense que ça pourrait se faire un peu plus. Ok. Eh bien, on visibilité. regardera ton vlog vendredi. En tout cas, merci d'être venu dans ce tribunal, Shones. Merci pour Nous, l'invitation. on se retrouve semaine prochaine, mercredi 20h. On connaît pas encore l'invité, mais bon, ça devrait vous plaire. À la semaine prochaine.